Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur React One. Ah oui, vous avez vu, il y a un petit peu les aléas du direct, les amis, on s'est craqué un petit peu sur l'ouverture, mais c'est pas grave, on est bien en direct. Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'émission politique React One, les amis. Et on vous l'avait promis, et monsieur Aurélien Lecoq qui nous a rejoint pour un live d'à peu près une heure et quart. On va essayer d'y amener beaucoup de choses. On va y parler programme, on va essayer de savoir ce qu'il y a derrière monsieur Aurélien Lecoq, le personnage, les idées. On va essayer, bref, on n'est pas sur BFM, on va essayer de faire vraiment quelque chose d'assez cool. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes nombreux et vous allez être de plus en plus nombreux. À tous ceux qui vont prendre aussi cette émission en cours de route et qui vont regarder le replay après. Merci à tous les amis. Salut à Ronin, salut à Youpi, salut à Romuald, salut à Bledy, salut à Le Liseron. Bref, tous ceux qui sont là, les amis, bonjour à tous. Vous avez Mani, Mani de Modo de React One, les amis, qui est dans le chat, qui lui va s'occuper de la partie chat de l'émission et bien entendu moi qui vais assurer, comme d'habitude, les amis, la partie visuelle de cette émission. Je suis très, très, très heureux de vous trouver, de vous retrouver et de vous avoir promis, monsieur Aurélien Lecoq, les amis, et on est là, on va le recevoir comme il se doit. Aurélien, salut à toi. Comment tu vas? Salut Jérôme, salut tout le monde. Bah ça va, ça va. Je suis à Lille là. C'est la pause parlementaire cette semaine et la semaine prochaine, donc on est en circonscription. Et puis bah ça fait plaisir d'être sur React One parce que ce qu'on se disait juste avant avec Jérôme, c'est que vous avez un ou une correspondante à Lille qui fait du boulot, qu'on croise dans les manifs, etc. Donc ça fait plaisir de pouvoir discuter avec toutes celles et ceux qui vous suivent. Eh ben écoute, nous, ça nous fait plaisir de te recevoir comme il se doit et franchement, on l'avait promis à beaucoup de nos abonnés et on est très content d'une part que ce soit toi qui viennes gérer cette émission, qui soit le premier, on est le premier là, on a le premier député LFI qui nous rejoint sur cette chaîne et nous qui suivons ton actualité, qui suivons ton parcours et tout ça, moi personnellement, c'est vraiment un très grand honneur de te recevoir sur cette chaîne. Donc les amis, voilà comment on va se passer, bien entendu, cet échange ou cette interview. On va aller avec Aurélien sur plusieurs plans, plusieurs axes programmatiques du programme de la France Insoumise. On va survoler un petit peu, bien entendu, tout le programme. On ne va pas aller dans les trucs de fond parce que ça va être super long. Et puis, voilà, on sait qu'on a, alors on a des aficionados, mais on a aussi des gens qui ne connaissent pas vraiment la politique et tout. Donc le but, c'est de vous faire connaître les choses, mais d'y aller plutôt sur quelque chose de très, très, très ludique. Donc, bien entendu, comme tout le monde, vous n'oubliez pas, les amis, de liker, de partager cette émission. Ça peut intéresser bien entendu d'autres mondes. Et puis, de commenter à fond dans le chat et en description de cette vidéo. D'accord? Dans l'espace commentaire. Aurélien, je vais commencer avec une question toute bête, toute simple. Comment va la France Insoumise avec toutes ces attaques de partout? On sait que vous êtes dans les luttes et depuis maintenant de nombreux mois, on aimerait prendre un petit peu la température, à savoir comment va tout le groupe et puis personnellement, comment toi tu vas dans cette ténèbre médiatique et politique. Bah écoute, franchement, ça va bien. La réalité, il faut aussi que chacun et chacune comprenne. Nous, quand on a été élu, moi j'ai été élu là en juillet dernier, donc je suis un nouveau député, même si je milite depuis maintenant le début de la France Insoumise. Ça fait plus de 10 ans que je milite, d'abord comme syndicaliste étudiant, puis à la France Insoumise. Bien sûr qu'il y a des attaques en face. Bien sûr qu'on sait que rien nous sera épargné. Bien sûr qu'on nous insulte à longueur de journée, que les plateaux télé décident de nous traiter d'antisémites, nous font passer pour des fous furieux. Mais la réalité, c'est que nous, dans notre action, on sait pourquoi on est là. On sait qu'on est là parce que on représente le peuple, celles et ceux qui nous ont élus. On sait qu'on est là parce que on veut, comme disait Jean-Luc, abattre la citadelle, changer de système économique. On sait qu'on est là parce qu'on porte la voix de gens qui souffrent et qui en peuvent plus. Et du coup, on est dans une attitude où on est déterminé. On sait que par ailleurs, plus on va avancer, plus on va se rapprocher du pouvoir, plus on a des chances de gagner l'élection, plus en face, les attaques, elles seront violentes. Donc, bien sûr que parfois, c'est dur. On a des camarades, des collègues députés qui sont menacés de mort, qui doivent déménager, changer de téléphone. Donc, il y a un côté difficile. Mais en même temps, on sait que plus on va avancer et plus les attaques vont être violentes. Et donc, on sait que ça veut aussi dire que on se rapproche de la victoire. Et donc, on est des combattants et donc on regarde droit devant nous et on se bat. Et très sincèrement, moi, je suis très optimiste dans la période qu'on connaît. Je suis très optimiste parce que je pense que le niveau de conscience dans la population et de mobilisation, il a augmenté de manière hyper importante. Si on parle en termes juste des élections, des scores, des chiffres, etc.,
Moi, je pense que c'est pas anecdotique. Il y a la dernière élection européenne, qui est une élection qui normalement est dure pour les insoumis, parce qu'il y a plein de gens en général qui voient pas l'intérêt et qui vont pas voter. Bah, quand on progresse de 1 million de voix, ça veut aussi dire quelque chose dans le pays. Ça veut dire qu'il y a une solidarité, une envie de se battre, une envie de se mobiliser. Et puis, mine de rien, les dernières élections législatives, on peut en dire beaucoup de choses. Bien sûr qu'elles nous ont été volées par les macronistes qui, avec un deal avec le Rassemblement national, se sont débrouillés pour se maintenir au pouvoir. Mais la réalité des dernières élections législatives, c'est quand même que le nouveau Front populaire et les insoumis, parce que c'est eux qui ont fait une grosse part du boulot, bah, ils sont arrivés en tête. Et donc, même si souvent on nous parle des attaques, des difficultés, moi, ce que j'ai envie que les gens qui nous suivent, qui ont envie de se battre, qui ont envie que ça change, gardent en tête, c'est qu'on n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Et c'est peut-être parce qu'on n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui qu'on nous tape aussi fort. Puis on en reparlera peut-être plus tard dans l'émission, mais quand on regarde les derniers sondages, même sur la présidentielle, bien sûr, les sondages, ils donnent pas la réalité, ils sous-estiment, ils maximisent l'abstention, mais il n'empêche qu'un sondage à 2 ans de la présidentielle avec Mélenchon à 13, bah, on n'avait jamais fait ça. Donc voilà, c'est parfois dur, mais moi je suis optimiste, content et prêt à me battre. De toute façon, oui, tu as raison, c'est clair. Et puis de toute façon, les sondages, moi ou nous, on n'a jamais pensé que c'était la réalité de ce qui se passait. Enfin, c'est les mêmes sondages qui nous portaient à un Éric Zemmour à l'époque, à présidentiable et tout, qui allait tout gagner, tout rafler. Les mêmes qui portaient, comme tu expliques, Mélenchon à 12-13, qui au final finit à 22. Mais les mecs continuent quand même à s'appuyer sur des sondages. C'est ça qu'on trouve fou, nous, en tant que citoyens qui observons tout ça. Alors, bien entendu, on va revenir sur tout ça. Je voudrais commencer par un espèce de petit jeu avec toi, tranquille, tu vois, à savoir si tu es plutôt ci ou plutôt ça. On y va, t'es prêt? Ouais, ça va être difficile, allez, très rapide, mais non, t'inquiète pas, j'étais cool. On va faire ça très rapidement. Alors, du coup, plutôt réformer de l'intérieur ou tout renverser pour repartir à zéro? La oui, réalité, des trucs assez carrés quand même. la réalité, c'est qu'il faut les deux. Ouais. Réformer de l'intérieur, oui, parce que nous, on pense qu'il faut une prise de pouvoir pacifique par les urnes. Et je pense que c'est le chemin le plus court pour réussir à prendre le pouvoir. Parce que, y compris, on l'a démontré précédemment, on est capable de gagner l'élection présidentielle, on est capable de gagner l'élection législative. Et donc, il faut que ce soit un point d'entrée dans le système. Par contre, là où je suis d'accord aussi avec la deuxième option, c'est qu'en réalité, c'est pas en prenant le pouvoir par les urnes que il faut ensuite que tout le monde rentre à la maison et que tout va se passer tranquillement. Non. Si les insoumis réussissent à remporter les élections présidentielles, arrivent à gouverner ce pays, ils vont avoir besoin d'un rapport de force sociale. Parce que les patrons, ils vont pas se laisser faire. Parce qu'il y a peut-être aussi d'autres puissances qui se laisseront pas faire. Parce que les insoumis, ils portent un programme radical, on va y revenir, ils vont aller chercher dans les poches des milliardaires, et ça plaira pas à tout le monde. Donc, il faudra qu'il y ait un rapport de force pour réussir à aller le plus loin possible et à emmener ce programme le plus loin possible. Et donc, il faudra qu'il y ait une mobilisation sociale importante. Et donc, quelque part, si on veut, comme je disais tout à l'heure, abattre la citadelle, sortir du système économique dans lequel on vit aujourd'hui pour en reconstruire un autre, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que le programme de l'avenir en commun, c'est un programme de transition, en fait, vers la sortie de notre système économique capitaliste qui, aujourd'hui, broie les corps, détruit les vies, rend notre planète peut-être demain invivable. Sans doute même, on en est certain, si ça continue sur cette pente-là, la planète sera plus vivable. On a besoin à la fois de prendre le pouvoir au cœur du système, la présidentielle, les législatives, et puis on a besoin de construire un rapport de force sociale et une mobilisation de la population. Et donc, ça se passe dedans et en dehors des institutions. Yes. Alors, je ne m'attendais pas à une réponse aussi longue parce que désolé. Des trucs comme ça, tu vois. On va aller plus court. Plus court, tu faire plus ça ou plus ça. Tu vois, après, on développera sur d'autres points, ne t'inquiète pas. Ça marche. Allez, notre Aurélien Lecoq, il est plutôt Assemblée nationale ou manifestation dans la rue? Il préfère quoi? Manifestation dans la rue. Yes. Plutôt débat musclé sur un plateau TV ou long discours à l'Assemblée? Qu'est-ce que tu préfères? Ça, c'est une bonne question. En vrai, je pense débat musclé sur un plateau télé, parce que la réalité, c'est que ce qui compte, c'est d'affronter l'adversaire en face et de parler au maximum de gens. Même si on essaye de muscler l'Assemblée aussi. Yes. On a vu ça un petit peu, mais c'est bien. C'est bien. Ça dépoussière, on va dire, tu vois. Plutôt convaincre tes adversaires ou mobiliser tes soutiens?
La Ah, réalité, c'est que le premier truc à faire, c'est mobiliser les soutiens. ouais, Convaincre les adversaires. Si c'est des adversaires résolus, il y en a, ils changeront jamais d'avis. yes. Plutôt Mélenchon 2017 ou Mélenchon 2022? Oh! Ah, Mélenchon 2022, on a fait un meilleur score. C'est vrai, c'est pas faux. Plutôt unité de la gauche à tout prix ou affirmation des idées insoumises, quitte à se démarquer? Ah, ça, c'est facile. Affirmation des idées insoumises quitte à se démarquer. Yes. Je me doutais que tu allais dire ça. Plutôt prise de parole percutante ou travail de fond en commission? Ça, c'est une bonne question, ça. Ah, ça, faut essayer de faire les deux. Faut essayer de faire les deux. Et toi, tu préfères quoi? Ah, la prise de parole percutante, on va dire la vérité, Ouais, hein. ouais. Plutôt débat avec un éditorialiste hostile, par exemple BFM ou CNews ou tout ça, ou avec un député Rassemblement National? C'est les mêmes, non? Ah, on n'est pas loin, hein. On n'est pas Ah, t'as loin. vu, t'as vu qu'il y en a qui sont passés de l'un à l'autre, hein. Au Rassemblement National, là, ils ont fait élire des Bigot et un autre. Je crois qu'ils en ont deux dans leur groupe Ah, parlementaire qui sont des anciens journalistes, entre guillemets, ou éditorialistes CNews qui ont fini par être élus députés RN, hein. Parfois, c'est les mêmes. c'est pas vrai. Sérieux? Ah, si, 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 si. Ah, j'irai Ouais, je chercher sais ça. pas, C'est peu intéressant. importe. Nous, on est prêt à Ouais, affronter tout le monde. bien sûr, tu as bien raison. Un guerrier. Plutôt taxation des riches, augmentation massive du SMIC? Ah putain, faut choisir entre les deux. On a besoin de faire les deux. Voilà, tu peux faire les Augmentation deux. massive du SMIC. C'est ton émission, tu as le droit de faire les deux. Tu veux les Ah, il deux? faut faire les deux parce que la réalité, c'est que faut augmenter les salaires, mais il faut aussi aller taxer les riches si on veut avoir des services publics. Par ailleurs, augmenter les salaires, ça réduira, les marges des autres. Alors, s'il faut en choisir un, il faut commencer par l'augmentation des salaires. Yes. Plus légère qu'est-ce maintenant. Plutôt manif avec un mégaphone ou un live sur Twitch? Ah, je crois quand même la manif avec le mégaphone. Tu Je suis à sais que vieille les école, moi deux, j'ai tu sais commencé que les comme deux sont syndicaliste importantes, hein. étudiant. Tu sais que les deux sont importantes parce que maintenant, tu as le militantisme 2.0 Bah, c'est numérique qui clair, est c'est très clair. important, hein. De fou, hein. Et Ah, moi, je te dis la préférence perso. Après, ouais, bien sûr, bien sûr. les deux sont hyper utiles et hyper Ouais, c'est ça. complémentaires. Et puis, on y reviendra parce que je crois qu'on va parler un peu du système médiatique. Mais Ouais. ce que vous faites, vous, c'est absolument indispensable pour qu'il puisse y avoir des alternatives à un système médiatique qui est aujourd'hui contrôlé par quelques milliardaires, hein. Ouais. On va y revenir, j'ai prévu un truc sur ça. Alors, très rapidement, plutôt lecture d'un rapport de 300 pages ou visionnage d'un débat sur YouTube? Tu préfères quoi? Ah, le rapport de 300 pages, il faut qu'on se mette à bosser sérieusement pour Ah ouais, gagner. t'es énervé, toi, quand même. Ah, il faut. Ouais, t'as bien raison. Alors, regarde, écoute celle-ci. T'es plutôt Jean-Luc Mélenchon dans ton équipe sur Call of ou François Ruffin dans ton équipe sur un terrain de foot? Ah, Jean-Luc Mélenchon dans mon équipe sur Call of. Je suis sûr, il est énervé, JL. Ah, c'est Sur sûr, Call c'est of. sûr. Je sais pas s'il joue à Call of, mais il faut qu'on lui montre. Je l'ai vu, j'ai entendu parler d'Assassin's Creed déjà à l'époque, tu vois. Déjà Oui, en oui. 2017 ou 2022. Déjà, il était énervé hein, déjà sur ça. C'est bien. Non, mais il Euh, s'intéresse aux jeux vidéo. Puis en vrai, il y a aussi plein d'enjeux politiques hein, sur l'industrie du jeu ouais, vidéo, bien sûr. etc. Bah, Ubisoft, c'est français. Il y a aussi des problèmes là-bas aussi. Je l'avais entendu aussi parler sur ça. C'est important, c'est bien. T'es plutôt dîner avec un électeur convaincu ou avec un opposant acharné? Non, il faut avec l'opposant acharné. C'est la Ouais. conflictualité et le débat qui vont nous faire gagner. C'est toi qui paye à la fin ou c'est lui? Bah, si c'est un opposant, il y a des chances qu'il soit riche. C'est lui Ah, qui c'est paye. possible. C'est possible. Bah, espérons que ce soit Bernard Arnault. Comme ça, il va carrément C'est acheter le ça, resto. exactement. Alors, et quoi? Regarde celle-ci. Plutôt la douceur de Clémence Guettet ou la combativité de Mathilde Panot? Ah, on peut pas choisir ça. C'est l'alliance des deux qu'il nous faut. Ah, je T'as pas choisis pas préféré. entre entre D'accord. la présidente du groupe et la présidente de la Boétie. D'accord. Alors, attends, je vais te reposer une autre question. Alors, plutôt 20 minutes de référence historique d'Antoine Léaumont ou 3 minutes de punchline de David Guiraud? Putain, elles sont dures, hein, les questions. Ah, t'es sur Reactoine, mon ami. C'est normal. Ah ouais, c'est sans concession. Et Antoine ou David? Allez, je vais dire David parce qu'il est du Nord maintenant, il est député à Roubaix. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est un Candidat à peu la mairie, d'ailleurs, lui, hein, je crois. Mairie de ouais, bien Roubaix, sûr, hein, bien sûr. Roubaix-Waterloo, hein, c'est Ah, ça. David Guiraud, futur maire de Roubaix, on espère, hein. C'est ça. Et allez, dernière question. T'es plutôt PlayStation ou Xbox? À PlayStation. PlayStation, toi? Je joue plus trop, mais quand je jouais à la Play. Yes. Ok. Bon, merci pour ce petit jeu. Et puis, on va commencer maintenant. Alors, j'espère que vous avez apprécié, les amis, hein. On va rentrer un petit peu maintenant dans le vif du sujet. Aurélien, je te propose de parler économie et travail dans un premier temps. Allez, on y Ça va, marche. les amis. Premier axe, économie et travail, on y va. Bon, Aurélien, l'augmentation du SMIC, retraite à 60 piges, 32 heures de taf, sur le papier, c'est cool, mais concrètement, on le sait déjà, mais qui va payer l'addition de tout ça, l'ami?
Bah, la réalité, c'est que ceux qui vont payer l'addition de tout ça, c'est celles et ceux qui aujourd'hui dégagent les plus gros profits. Je veux dire, on a aujourd'hui des boîtes qui font des milliards d'euros de bénéfices. On a passé par exemple en 2024 le record, tout temps confondu, le record depuis que le CAC 40 existe, du nombre de dividendes versés aux actionnaires. 100 milliards d'euros. Ils se sont versés 100 milliards d'euros en une année. Ça veut dire que là où on nous explique qu'il n'y a plus d'argent, que c'est la crise, que plus personne ne peut rien payer, bah, il y en a qui ont toujours plus d'argent, qui s'en mettent plein les poches. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a pas de problème d'argent, de richesse. La France n'a jamais été aussi riche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le seul problème que nous avons, c'est un problème de partage de la richesse. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers le partage de la richesse. Et pour partager la richesse, eh ben, il faut augmenter les salaires, il faut partager le temps de travail, il faut revenir à la retraite à 60 ans, etc., etc. Par exemple, sur les salaires, est-ce que vous trouvez ça normal que on ait Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, qui non seulement fait des bénéfices, est capable de licencier des gens, mais qui pendant le même temps, lui, se verse des salaires de 3 millions d'euros par mois, c'est-à-dire 2200 fois le SMIC par mois. Donc il y a la possibilité d'augmenter les salaires des gens. C'est pas vrai qu'on peut pas faire autrement. Simplement, il y a un moment où il faut être en capacité de l'imposer parce que les patrons vont pas l'augmenter tout seuls. Et puis surtout, il y a un truc qui est hyper important que tout le monde comprenne, c'est que l'augmentation des salaires, c'est pas aller voler de l'argent de celui qui a investi ou voler de l'argent de l'actionnaire. C'est juste de la réappropriation de l'argent que les salariés ont eux-mêmes produit. Parce que quand vous avez, je sais pas, une pièce de métal, la pièce de métal, elle vaut 10 euros. En elle-même, elle vaut rien. Ce qui fait qu'il y a de la création de richesse, c'est que cette pièce de métal, à un moment, tu as des gens qui travaillent dessus et qui finissent par l'assembler à d'autres et en faire une voiture. Et donc là, se crée entre l'addition des pièces physiques que vous avez au début qui valent leur prix coûtant et la création de la voiture qui vaut beaucoup plus cher que la totalité des pièces, la différence entre les deux, c'est le travail qui a été mis dedans. C'est ce qu'ont réalisé les ouvriers qui ont bossé sur la voiture. Donc, la totalité des bénéfices d'une boîte, la totalité de la valeur produite par une entreprise, c'est une valeur produite qui l'est par le travail. Et donc, le fait que les gens soient payés à leur juste valeur, c'est juste normal. C'est juste la distribution normale de la richesse. Celles et ceux qui aujourd'hui volent, c'est ceux qui s'approprient la valeur créée par les travailleurs, par les salariés, par les ouvriers, pour se les mettre dans la poche. Donc, c'est possible. Ça, c'était pour les salaires. Je vais pas faire trop long, mais de la même manière, sur la retraite à 60 ans, on a les moyens de financer une retraite à 60 ans. On l'a. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vous explique, il y a un trou dans la caisse des retraites. On nous dit, je crois que c'est en 2024, que le trou dans la caisse des retraites, dans la sécurité sociale, il est autour de 5,8 milliards. Alors 5,8 milliards, vous vous dites, oh là là, c'est beaucoup. Mais la réalité, c'est qu'aux grandes entreprises, la politique de Macron, dont on dit toujours ils ont fait plein de cadeaux fiscaux, plein de cadeaux aux plus riches, plein de cadeaux aux multinationales, la réalité, c'est que sur ces 5,8 milliards qui manquent aujourd'hui, eh ben, il y a 90 milliards d'euros par an qui sont donnés en exonération de cotisations sociales aux grandes entreprises. C'est-à-dire que l'argent que les patrons doivent payer pour financer les retraites, eh ben, ils ne le payent pas. Et après, on dit, on ne peut plus payer la retraite à 60 ans. Si, la retraite à 60 ans, c'est possible, c'est pareil. Il suffit juste de partager correctement la richesse. On y reviendra sur la retraite à 60 ans, parce que nous, moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi ils bloquent en face enfin, quand je dis en face, je parle bien des macronistes et tout ça. On va y revenir après. Je voudrais juste qu'on continue sur, du coup, l'interdiction des licenciements boursiers. Si tu vois ce dont je parle. Ça, c'est une bonne chose, mais du coup, avec les multinationales qui vont plier bagages à la moindre taxe, comment tu vas les retenir, ces gens-là? Comment tu penses les retenir? Moi, je pense que d'abord, il y a une idée qu'il faut, à mon avis, balayer. C'est l'idée selon laquelle, quand on taxe et quand on met des contraintes, tout le monde partirait ailleurs, tous les investisseurs partiraient, les plus riches s'enfuiraient. Il y a une réalité, c'est que la France est un pays riche, que la France est un débouché pour beaucoup d'entreprises, et que si elles veulent pouvoir continuer à vendre des choses en France, il faut qu'elles soient capables de les produire en France. Et qu'elles ont intérêt à vendre des choses en France, donc elles ne partiront pas. Puis, je voudrais aussi dire ça en passant, mais on nous dit toujours « Ah oui, mais vous n'êtes pas patriote, vous n'aimez pas la France. » Mais tous les macronistes qui nous expliquent que les patrons, ils partiraient avec leurs entreprises ailleurs, ça veut dire que eux, ils sont pas patriotes.
Eux, tous les plus riches de ce pays, ils n'aiment pas la France. Non, mais il faudrait juste l'assumer pour que ce soit clair pour tout le monde. Et puis Mais après, je crois qu'ils ont même pas fait je crois enfin, nous, on se rend compte qu'ils travaillons vraiment la base sémantique des mots et puis des choses. Ils savent même pas ce que c'est en fait la différence entre le patriotisme et le nationalisme. On a l'impression, tu vois, nous, de notre vision à nous, citoyens bas de chaîne. Tu vois, je veux te dire. Quand on nous entend à ouais, chaque fois parler de patriotisme et on est proche des Français, on est proche des Français, on est proche des Français, et que nous, on va voir les votes à l'Assemblée nationale, tu vois, et qu'on se rend compte au final que l'augmentation du SMIC, peanuts, l'inflation, tu sais, l'indexation sur les salaires, peanuts, etc., peanuts, peanuts. Et là, on se dit, mais en fait, ils mentent ouvertement en fait aux gens, ces gens-là. mmh. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Comment ils arrivent à faire ça et se dire patriotes et dire qu'ils travaillent pour les Français et rester plus de 10 piges comme ça à la tête de l'État, tu vois? C'est là, nous, on commence un peu je vais pas dire à être énervé, mais un petit peu à se dire, bon, les gars, il va falloir peut-être que vous arrêtiez tu vois, de nous prendre pour des cons, quoi, tu vois? Ben, c'est clair, mais parce que la réalité, c'est que ces gens ne travaillent que pour leurs amis qui gagnent plein de fric et ils sont là uniquement. C'est pour ça que nous, on disait Macron, président des riches. Mais c'est une réalité. Macron, il vise pas à l'intérêt général. Macron, il vise à défendre ceux qui ont les plus gros patrimoines. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien fonctionné. Hein. Depuis que Macron est là, les 500 familles les plus riches, elles ont doublé leur patrimoine, multiplié par deux, à tel point qu'à 500 familles, ils possèdent 1220 milliards d'euros. Ça veut dire qu'ils possèdent quasiment la moitié de toute la richesse produite en France en un an ou qui possèdent 3 ou 4 fois le budget de l'État. Donc, il y a des gens qui sont ultra riches. Et pour revenir à la question sur comment on fait pour éviter les délocalisations, bah, il y a tout un tas de mesures qu'il faut prendre. Tu parlais de l'interdiction des licenciements boursiers ou des licenciements économiques. Et ben, il faut prendre une mesure claire qui est à partir du moment où vous faites des bénéfices, à partir du moment où vous versez des dividendes, eh ben, vous n'avez pas le droit de licencier. On ne peut pas licencier des gens d'un côté et s'en mettre plein les poches de l'autre, comme c'est en train d'être, comme c'est le cas à plein d'endroits. Hein. Ça a été le cas chez Sanofi, qui par ailleurs s'est gavé d'argent public, vous savez, au moment où ils ont décidé de revendre les Doliprane aux Américains. Ça a été le cas chez Michelin, c'est le cas en ce moment chez Auchan, plusieurs milliers d'emplois. C'est le cas comme ça, c'est le cas comme ça dans plein de boîtes en France, simplement parce qu'ils cherchent à faire plus d'argent. Et puis après, il faut aussi dire, il faut mettre en place un protectionnisme solidaire. Un protectionnisme solidaire, c'est pas un truc à la Trump où on taxe tout le monde tout azimut sans regarder qui sont les gens et sans discuter. Mais on taxe aussi à l'entrée en disant, bah en fait non, on va pas vous laisser importer des choses qui sont produits, des biens qui sont produits à l'autre bout du monde dans des conditions écologiques et sociales qui sont déplorables et qui vont de fait détruire toute l'activité économique et industrielle en France. C'est pas possible. Donc, il faut qu'on protège notre industrie. Et puis, il y a un moment, il faut le dire aussi, il y a des industries en France qui sont stratégiques. C'est le cas, par exemple, de Vencorex, on en a pas mal parlé, qui est une usine du côté de Grenoble, qui fabriquait un composant qui est indispensable à notre souveraineté de défense, notre souveraineté militaire, à la dissuasion nucléaire. Et ben, à Vencorex, on va laisser 4000 personnes sur le carreau, alors qu'on a besoin de cette entreprise, qu'ils ont un savoir-faire incroyable. Et donc, dans ce genre de cas, l'État, il peut faire quelque chose. Qu'il y ait un patron voyou qui dise, moi, je décide de me barrer, de me tirer, je veux tout revendre, etc. Bon, il faut essayer de l'en empêcher s'il y a les moyens. Et puis deux, à partir d'un moment, si on a besoin de l'entreprise, si les salariés ils veulent continuer à bosser, qu'ils ont un savoir-faire particulier, et ben l'État il assume ses responsabilités et il nationalise l'entreprise ou il permet aux salariés de la reprendre en coopérative. C'est ce que j'allais dire avec cet écart de salaire en fait que vous proposez. Est-ce que tu ne penses pas que le patron peut se barrer ou alors dans ce cas-là qu'il remplace? Est-ce que c'est possible d'être remplacé dans les entreprises françaises via, tu sais, les salariés eux-mêmes, tu vois, qui font tourner la boîte eux-mêmes et tout ça? Ça, c'est ce que vous proposez un peu dans le délire. Alors peut-être pas que les salariés reprennent les boîtes, mais qu'il y a un écart de salaire pas trop gros. Je crois que c'est 1 à 20, c'est ça? C'est ça. Nous, on propose 1 à 20. Il y a même, je crois, le syndicat européen qui propose que ce soit de 1 à 10, mais parce que je le disais, Carlos Tavares là, de Stellantis qui bosse dans le groupe, c'est PSA, c'est Peugeot, Citroën, etc. Lui, il est capable de gagner 2000 fois le SMIC par mois. Il y a un moment où ça n'a plus de sens. Et quand j'expliquais tout à l'heure que la réalité, c'était que les dividendes ou le PDG dans ce cas-là, la réalité, c'est que son salaire ou ses dividendes, c'est le vol du travail et de la plus-value des autres. On ne peut pas accepter qu'il gagne 2000 fois ce que va gagner un salarié qui produit concrètement les choses. Je veux dire, à partir d'un moment, il y a une question de justice qui est évidente. Donc oui, nous, on assume de dire,
il n'y a aucun travail qui mérite, même si tu y passes 50 heures, 70 heures par semaine, ça mérite jamais de gagner plus de 20 fois ce que gagne celui d'à côté. Par contre, on n'empêche pas d'avoir des bons salaires, hein. S'il veut gagner un bon salaire, eh ben, du coup, il est obligé d'augmenter le plus bas salaire de la boîte pour qu'il y ait un écart qui soit pas supérieur de 1 à 20. Après, Denis, est-ce qu'ils vont partir? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la première chose, c'est que les taxations ne font pas fuir tout le monde et les faire partir de manière massive. Quand on nous expliquait, c'était déjà l'argument qui était utilisé pour la suppression par Macron en 2017 de l'impôt sur la fortune. Ah oui, mais l'impôt sur la fortune, ça fait partir les plus riches de France, ils partent frauder le fisc ailleurs, et donc on va perdre en investissement, etc. À l'époque de l'ISF, avant Macron, c'était 0,4, quelque chose comme ça, des assujettis à l'ISF qui quittaient la France. Et on n'avait même aucun moyen de vérifier que ces 0,4% qui quittaient la France, ils le quittaient à cause de l'imposition. Il y en avait peut-être qui quittaient la France, comme il y a des gens qui quittent la France parce qu'ils décident d'aller vivre ailleurs, parce qu'ils ont de la famille ailleurs, etc. Donc la réalité, c'est que les gens qui partaient à cause de l'ISF, ça n'existait pas. Et donc moi, je ne crois pas que parce qu'on limite les salaires de certains, on ait tous les ingénieurs, tous les cadres qui partent. Et puis ensuite, oui, tu as raison, nous, on pense que les salariés, c'est eux qui bossent, ils connaissent les processus de production, ils sont fiers de leur travail, et donc ils sont capables d'organiser leur usine. Et donc, ils sont capables, pour beaucoup, d'organiser la production. Et donc, on est favorable au développement de SCOP, de coopératives, de reprise des entreprises par les salariés quand c'est nécessaire. D'ailleurs, ça a été le cas. C'était quoi? C'est SCOPTI aujourd'hui, le T 1336 dans le sud, où je ne sais plus si c'est pas Lipton ou… Bon, c'est une grande marque de thé qui a décidé de se barrer, qui voulait virer tout le monde. Et les salariés ont réussi à reprendre l'usine. Et depuis, ils ont changé le nom, ils ont monté leur boîte et ça fonctionne et ils s'en sortent. Donc oui, c'est possible que les salariés reprennent leurs entreprises. Alors, tu as devancé un petit peu le deuxième volet qui était celui de la fiscalité. On va y revenir. Allez, on y va les gars. Deuxième axe. C'est-à-dire la fiscalité. Il n'y a pas de problème. Alors, toi, tu es en commission des finances, hein, donc je précise, toi, c'est un petit peu ton truc, la fiscalité, hein, on va pas se mentir, tu tapes grave dedans et on suit un petit peu les débats en commission. 14 tranches d'impôts proposent à la France Insoumise, c'est bien ça, avec jusqu'à une taxation de 90%, c'est ça pour les plus grosses entreprises, ou en tout cas pour les 0,01% les plus riches, c'est ça. Si se achèvent tous à Dubaï, on fait comment? On leur envoie là-bas? On fait quoi? Tu vois ce que je veux dire? D'abord, les 14 tranches d'imposition, c'est sur l'impôt sur le revenu. Donc, c'est sur l'impôt sur les particuliers. On est aussi pour une taxation plus progressive de l'impôt sur les sociétés, sur les entreprises. En gros, il y a deux grands impôts. En France, l'impôt sur le revenu qui est sur les salaires que vous touchez globalement, sur vos revenus, et puis l'impôt sur les sociétés qui, là, et une taxe sur les bénéfices des entreprises. L'impôt sur le revenu, pourquoi on veut passer à 14 tranches d'imposition? Parce que la réalité, c'est que le système actuel fait reposer tout l'effort de contribution à l'impôt sur la classe moyenne. Et il y a un rapport hyper intéressant sur 2024 de comment se sont réparties les choses. L'année dernière, les 40% des Français qui sont au milieu des tranches d'imposition, aujourd'hui il y a 5 tranches, 0, 11, 30, 41 et 45, et les 40% qui sont au milieu, c'est-à-dire qui sont globalement sur la tranche à 11 qui globalement sont sur la tranche à 11, entre 11 et 30, quoi. Les 40% qui sont au milieu, eux, ont tous vu leurs impôts augmenter l'année dernière de 5 à 10%. Ça veut dire que la plupart des gens qui nous regardent, si vous payez des impôts, vos impôts de l'année dernière, vous en avez payé un peu plus. Sauf que de l'autre côté du barème, justement, les plus riches, les 10% les plus riches, eux, ils ont vu leurs impôts baisser l'année dernière, alors même qu'on estime que leurs revenus ont augmenté. C'est-à-dire qu'en gros, les pauvres ont payé plus et les plus riches ont payé moins. Et donc ça, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça que nous, on propose 14 tranches, pas 5 comme aujourd'hui, 14 pour lisser l'effort. Et en proposant 14 tranches, ça a un effet direct pour tout le monde. C'est que tous ceux qui aujourd'hui
gagnent moins de 4 000 euros net par mois par personne paieraient moins d'impôts avec notre système, et ceux qui gagnent plus de 4 000 euros net par mois paieraient plus d'impôts de manière progressive. C'est une histoire de rééquilibrer les choses, en fait, en vérité. C'est une histoire de rééquilibrer les choses. Ça permet d'éviter les effets de seuil, où on passe de non imposable à 11%, puis de 11% à 30%. Ça permet juste d'échelonner les choses, que ce soit plus progressif. Et ça se mérite de permettre à tous ceux qui gagnent moins de 4 000, ils paient moins. Ceux qui gagnent plus de 4 000, ils payent plus de manière progressive. Et rien que ça nous permet de récupérer 5 milliards d'euros. Et pour répondre à la deuxième question, et je fais vite parce que je sais qu'après ça fait long et je parle beaucoup. On a du taf, c'est pour ça. Après, tu es obligé de nous laisser du temps en plus. C'est pas le problème. Moi, j'ai 7 axes et j'y vais. Et là, juste sur la seconde question, sur est-ce qu'ils vont tous partir? Nous, on est pour mettre en place un impôt universel. Alors, il faudra bien le régler parce que je sais qu'il y a la question des Français de l'étranger et qu'il faut trouver la bonne adaptation pour les Français de l'étranger. Mais l'impôt universel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous allez vous domicilier fiscalement ailleurs, que vous allez passer la frontière, que le fisc français ne viendra pas récupérer l'argent. L'impôt universel, c'est ce que font les Américains. Et pour dire où que vous alliez, oui, on ira récupérer l'argent que vous devez au fisc français. Ça sert à rien de faire comme Depardieu, d'installer une maison à 50 mètres de la frontière en Belgique. Eh ben, on viendra chercher l'impôt qui est dû à la société parce qu'il faut que tout le monde participe et que, y compris, si vous nous dites ah oui, mais moi j'ai travaillé dans ma vie, j'ai fait des grandes études, ben les grandes études, elles ont été payées par qui? Elles ont été payées par les impôts. Donc maintenant que tu as un gros salaire, tu participes aussi. Mais du coup, parce que là, on ne parle pas de mecs qui font du black vite fait, tu vois, on parle d'avocats blindés en optimisation. Eux, tu fais comment peu? Parce qu'ils connaissent un peu le système de tout ça, tu vois. Comment que tu les rattrapes, ces mecs-là? Comment que tu leur dis, oh cousin, non, tu peux pas partir comme ça, tu vois? Tu vois ce que je veux te dire? On ne parle pas de gars qui... Est-ce que vous avez un moyen, un levier d'action, un truc dessus? Vous avez prévu ça, quoi? Alors, on a des leviers d'action. D'abord, pour faire appliquer ce système-là, il va falloir embaucher des inspecteurs des impôts, des inspecteurs des finances publiques, parce que là aussi, on coupe partout dans les effectifs. Donc, à la DGFiP, à la Direction Générale des Finances Publiques, oui, il va falloir avoir du monde pour aller chercher cet argent qui nous échappe et de celles et ceux qui ne veulent pas payer. Et puis surtout, il y a deux choses aujourd'hui. Il y a la question de la fraude fiscale. Ça peut aller jusqu'à 100 milliards d'euros par an. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, de gens qui cachent de l'argent et qui pour éviter de payer l'impôt. Et donc ça, il faudra des inspecteurs pour aller chercher. Et puis, il y a autre chose. Ce que tu disais sur les avocats, c'est que ce sont des gens qui utilisent les règles qui existent aujourd'hui pour ne pas payer d'impôts. Mais ces règles-là, on peut les changer aussi. On n'est pas obligé de les garder. Par exemple, première chose facile qu'a mis en place Macron qui permet à plein de gens de ne pas payer d'impôts, c'est que plutôt que de se verser leurs revenus en salaire, par exemple, pour un patron d'entreprise, plutôt que de se verser ses revenus en salaire, ils se les versent en dividendes parce que les dividendes sont moins taxés aujourd'hui que les revenus, le salaire. Ils sont pas taxés à l'impôt sur le revenu, ils sont taxés à ce qu'on appelle la flat tax, qui, lui, est de 30% et ça bouge pas. Or, s'ils étaient taxés à l'impôt sur le revenu, comme c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils seraient taxés beaucoup plus. Et bien ça, c'est pareil. Il faut arrêter avec le fait d'avoir un impôt sur le capital qui soit plus faible, sur les revenus du capital, qui soit plus faible que sur les revenus du travail. En fait, il faut supprimer plein de niches fiscales. Toutes les petites niches fiscales qui sont utilisées par les plus riches pour fuir l'impôt et ne pas le payer, il faut juste supprimer ces dispositifs que Macron a développés, élargis. Je crois qu'il y a plus de 400 niches fiscales, crédits d'impôt, réduction d'impôt que peuvent utiliser les plus riches. Tout ça, il y en a plein qui servent à rien, à part engraisser quelques-uns, et donc, faut supprimer. Il va y avoir du boulot après pour détricoter tout ce qu'il a fait. Il va y avoir du boulot, ouais. Ah, il va y avoir du taf. Hein. J'espère que, du coup, vous avez prévu de charbonner comme il faut, parce que ça va être compliqué un petit peu. Enfin, je dis pas que c'est pas faisable, si tu veux. Mais tu sais, 10 ans de politique libérale de droite, vraiment, où là, il a fait... voilà, il en a fait profiter ses potes. Ça va être... il y a du boulot. Hein. Bon, j'imagine que vous en êtes conscient, hein, mais... Il y a du boulot, mais après, il y a des trucs il y a des trucs qui peuvent se mettre en place très rapidement et qui très rapidement vont permettre de récupérer de l'argent. Malgré un Sénat complètement à droite et malgré... Parce qu'il faut une
Je suppose qu'il faut une majorité absolue pour pouvoir enclencher tout ça, non? Non, pour tout ça, il faut que dans le budget ou dans un projet de loi de finances, simplement, on change les règles sur l'imposition et donc ça peut se faire de manière très très rapide. Par exemple, on met en place les 14 tranches d'imposition et l'impôt progressif, ça peut aller vite. On met en place le fait d'avoir un impôt universel pour pas que les gens partent à l'étranger. Et puis, on met en place un impôt sur les revenus du capital égal à celui des revenus du travail, pareil. Et ensuite, ce qu'on peut faire pour éviter aussi que chacun essaye de bidouiller pour rien payer, notamment les plus riches, c'est ce qu'on a appelé la taxe Zuckman, c'est-à-dire une taxe sur les milliardaires, où on a calculé qu'en taxant simplement les patrimoines des 147 milliardaires, il y a 147 milliardaires en France, ils ont une partie énorme de la richesse, mais ils sont 147, qu'en taxant à 2% et taxer à 2% leur patrimoine, c'est-à-dire dire, si vous n'avez pas payé, en payant vos impôts normalement, l'équivalent de 2% de votre patrimoine, on vient chercher le reste. Juste avec la taxe Zuckman, on récupère 14 milliards d'euros. Donc, c'est des trucs qui ne sont pas compliqués à mettre en place. C'est ça, c'est énorme et c'est carrément une bonne idée, quoi. Je te propose de... Parce qu'en fait, c'est changer un peu le système en place, là, en vrai, en vérité. Hein. C'est ramener des choses. Donc, en fait, on peut partir vers une 6e démocratie. C'est bien ce que vous... Une 6e république, excuse-moi. Démocratie, qu'est-ce que je raconte? La 6e république, pour le retour de la démocratie, ça marche bien. Ouais, c'est ça. Je te propose d'aller sur le volet de la démocratie maintenant, on y va? Ça marche. Bon, 6e République, il faut qu'on en parle parce que là, ça intéresse tout le monde, la 6e République et le changement de système. Quand ça fait déjà plus de 30 ans qu'on est un système de droite libéral qui assomme tout le monde, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Il va falloir qu'on discute sérieusement là parce que la 6e République, c'est un délire. Donc, comment on met ça en place dans le système de la 5e à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on met ça en place? On déloge Macron à la manière corse? On fait quoi? C'est quoi le truc? Les citoyens doivent aller à l'Assemblée, on doit tout retourner, c'est quoi le problème? Non, le principe, c'est que si on prend le pouvoir, si Jean-Luc Mélenchon gagne l'élection présidentielle, que les Insoumis ont une majorité à l'Assemblée nationale... Il est candidat, donc? Non, j'en sais rien. J'en sais rien s'il sera candidat ou pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est le mieux placé, mais on verra. De toute façon, c'est y compris à lui de savoir ce qu'il veut faire. Mais si demain la France Insoumise gagne l'élection présidentielle, la première chose à faire, c'est de constituer une assemblée constituante. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas arriver en disant « bon, il faut passer à la 6e République, on va mettre des technocrates dans un bureau, ils vont réfléchir entre eux, ils vont écrire une nouvelle constitution et puis on vous la proposera à référendum, vous voterez, elle s'appliquera. » Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle un processus constituant. Parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quoi? C'est une situation où le peuple français, les citoyennes, les citoyens ont plus confiance dans leurs institutions, ont plus confiance dans les politiques et donc quelque part, votent moins, s'abstiennent beaucoup. Nous, on essaye de faire le boulot pour leur dire il faut aller se battre, mais il y a une vraie coupure. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est que les Françaises et les Français se réapproprient leur système politique. Et donc, que ce soit eux qui en redéfinissent les règles. Et quelque part, parce que nous sommes un peuple politique, parce que ce qui doit unir les Français, ce sont des valeurs, des principes politiques, liberté, égalité, fraternité, peut-être d'autres. Eh ben, ce qu'on propose, c'est qu'arrivant au pouvoir, le peuple puisse se redéfinir politiquement lui-même et puisse réellement reprendre le pouvoir. Et donc, que c'est au peuple de réécrire les règles du jeu, de réécrire le fonctionnement de nos institutions et d'écrire cette constitution. C'est pour ça qu'on dit, on arrive, il faut convoquer une assemblée constituante. Cette assemblée constituante, c'est une assemblée dans laquelle il y a des citoyens qui sont élus ou tirés au sort, qui, pendant le temps qu'il faudra, travailleront à réécrire une constitution. Il faudra aussi qu'il y ait des assemblées locales qui puissent faire remonter des idées, des propositions, mais il faut que ce soit un grand processus où tout le monde s'en empare pour réfléchir à comment demain nos institutions doivent fonctionner. Et puis, une fois qu'elle a proposé une nouvelle constitution, cette constitution, effectivement, elle est soumise au référendum, tout le monde l'adopte, et puis ensuite, elle se met en place. Mais du coup, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est aussi aux gens de le définir. Est-ce qu'il faut un président de la République? Comment doit fonctionner un Parlement?
Est-ce qu'il faut un référendum d'initiative citoyenne, un référendum révocatoire? Comment on fait pour que le peuple puisse ensuite intervenir directement dans les affaires publiques? Ça, c'est des réflexions qui doivent être ouvertes dans tout le pays. Est-ce que tu penses, Aurélien, que le peuple a ce niveau de conscientisation pour faire ce travail-là à l'heure d'aujourd'hui, en 2025 ou pas? Avec l'abrutissement de la télé, avec la façon de voir les choses. Je te donne un exemple tout simple. Maintenant, avec l'Olaf qui a mis le nez dans les affaires de Le Pen et tout ça depuis 2012, si je ne dis pas trop de bêtises, on a quand même des gens, la moitié des électeurs RN, au moins, ou en tout cas les trois quarts, qui, malgré toutes les preuves, malgré tout ce qui se passe, se disent quand même, ouais, c'est pas grave, vive Marine, on va voter pour elle et tout ça. Ma vraie question à moi, c'est est-ce que tu penses que le peuple, à l'heure d'aujourd'hui, ouais, c'est ça, à le niveau de conscientisation de faire ce travail-là? Tu vois ce que je veux te dire? Il est politique, le peuple français, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il est câblé pour le faire, ce travail-là? Tu vois? Ma question est simple, directe, tu vois, mais vraiment. Moi, je pense que oui, parce que si on ne fait pas confiance au peuple, et si on ne travaille pas à ce que le peuple puisse se réaffirmer comme peuple politique, alors on n'y arrivera jamais. Y compris, tu vois, je te disais tout à l'heure en introduction que si on voulait réussir à changer profondément les choses, il fallait non seulement gagner les élections, mais il fallait aussi qu'il y ait un rapport de force sociale et qu'il y ait une grande mobilisation populaire. Donc, on a besoin d'avoir un peuple politique qui se met en mouvement parce que c'est le seul moyen de changer les choses et parce que on n'est pas là pour être une avant-garde éclairée où les gens ne détiendraient pas leur destin. Notre enjeu, c'est de redonner le pouvoir au peuple. Et donc, il faut lui faire confiance. Et la conscience, elle se crée aussi par le débat. Bien sûr qu'aujourd'hui, je veux dire, tout le monde n'est pas spécialiste de droit constitutionnel. OK. Sauf que si demain, il y a un grand débat où tout le monde doit se prononcer, tout le monde doit participer pour écrire une constitution, bah, les gens, ils vont discuter entre eux, ils vont se contredire, ils vont débattre, ils vont échanger, et ça créera de la conscience et de la connaissance. Par exemple, quand en 2005, il y a été un moment fort dans l'histoire démocratique ou antidémocratique du pays. En 2005, il y a eu le traité constitutionnel européen. Franchement, le traité constitutionnel européen, moi, je me souviens, en 2005, j'étais pas très vieux, j'avais quel âge en 2005? J'avais 9 ans. J'avais à peine 10 ans. Le traité constitutionnel européen, c'est un truc. Moi, je me souviens, chez moi, mon père, il avait imprimé le document ou il avait récupéré le document, espèce de liasse comme ça, énorme, écrit par des technocrates de Bruxelles, donc sans doute un truc incompréhensible de droit européen. Enfin, voilà, c'est pas un roman facile à lire, quoi. Et ben pourtant, ce sujet de constitutionnalité européenne très technique, eh ben, il y a des millions de Français qui se sont intéressés, qui sont allés voir. Moi, je me souviens de mon père qui, franchement, est pas un spécialiste de droit européen, qui a pris le truc, qui a essayé de lire, de comprendre, d'en discuter, d'échanger. Et en fait, c'est le débat qui a fait que tout le monde a pris conscience de l'enjeu et le peuple français, alors que toutes les élites, tous les représentants politiques, à l'excepté de quelques-uns comme Jean-Luc Mélenchon, mais la quasi-totalité des partis de la gauche française, la droite évidemment, les médias, appelaient à voter oui au référendum, et ben par une campagne populaire, des débats, des discussions, de l'éducation populaire, le peuple a décidé de voter non. Ouais, mais on l'a quand même eu. On n'est quand même pas censé suivre dans la population et le débat et l'échange fera élever le niveau de conscience et que par ce débat, on arrivera à faire jaillir une vraie conscience politique et à avoir derrière des règles du jeu qui encadrent le fonctionnement de notre pays, qui derrière soient portées aussi par la population parce que c'est eux qui les auront décidés. D'accord. Mais du coup, le traité, ils nous l'ont mis quand même. Donc, en fait, le peuple avait dit à 55 et puis à 55% avait dit non et ils l'ont passé quand même. Tu vois, après, ils ont changé avec. C'était du temps de Sarko, ça, si je dis pas trop de bêtises. Hein. Et donc, du coup, oui. Alors, je vais te bousculer un peu, excuse-moi, hein, mais je suis obligé de le faire. Hein. Ah, vas-y, on est là pour ça. Donc, un référendum. La question de l'immigration arrive sur le truc. D'accord? Et qu'il y a un vote pour interdire l'immigration complète. Et que l'entièreté de cette constituante et l'entièreté du peuple l'interdit et valide. Qu'est-ce que vous faites? On le respecte ou on ne le respecte pas, ce vote-là? Mais moi, je crois sincèrement qu'il n'y a pas une majorité de la population aujourd'hui qui est pour dire on veut interdire l'immigration. Moi, je crois que c'est ce que nous expliquent les médias, mais
Encore une fois, je veux dire, quelque part, à la dernière élection législative, tout le monde nous disait le Rassemblement national va gagner, le Rassemblement national va l'emporter, etc. Et c'est pas eux qui ont gagné. C'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Et on peut pas, il faut pas avoir. Et donc moi, j'ai confiance dans le peuple français pour que lorsque le débat sur la constituante arrivera, eh ben la constitution qui en sortira sera une constitution qui sera progressiste, défendra les droits humains, etc. Par ailleurs, il faut aussi le voir. Cette question, par exemple, du rapport à l'immigration. Si la constituante est déclenchée après l'élection présidentielle, cette question, elle aura déjà été tranchée par l'élection présidentielle. Si la constituante arrive, c'est parce que la France insoumise aura remporté l'élection présidentielle. Et si la France insoumise remporte l'élection présidentielle, je pense que ça veut dire que la majorité de la population sera quand même dans une dynamique particulière et pas dans une dynamique raciste, etc. Et je ne crois pas que la majorité des Français soient racistes. Je pense qu'ils sont une minorité et je pense qu'il faut que justement tous les autres s'emparent de la politique, viennent voter, viennent s'impliquer dans cette assemblée constituante et j'ai confiance dans le fait qu'à la fin, on ne se retrouvera pas avec quelque chose de réactionnaire. D'accord. Donc, effectivement, ça se tient. Je vais encore plus te bousculer là. C'est le moment où je te bouscule. Après, t'inquiète, je suis tranquille. Non, vas-y, on est là pour ça. Hein. Ouais. Là, donc, du coup, dans cette nouvelle République, j'imagine qu'arrivera sur la table cette fameuse révocation des élus que propose la France Insoumise. On est d'accord? Elle est proposée dans le programme. Hein, je dis pas de bêtises. Hein, jusque-là, ça va. Nous, on a appris qu'il y avait une fameuse proposition de loi qui dormait dans les placards de l'Assemblée nationale, qui était cette fameuse loi mise en place par Philippe Pasco, ex-bras droit de Manuel Valls. Je ne sais pas si tu vois de qui je te parle. Cette loi-là, elle est dans les bureaux et elle dort au Sénat. Pourquoi ne pas la ressortir et pourquoi la France Insoumise ne la ressort pas et fait un vrai acte citoyen en proposant du coup et en remettant au goût du jour cette loi, cette proposition, on va dire, parce que ce n'est pas encore une loi, mais cette proposition. Tu ne penses pas que symboliquement, ça voudra dire quelque chose et puis que ça amènera un pied à l'étrier au niveau de la confiance que pourraient avoir, par exemple, les citoyens via les hommes et la politique en général, dont ils perdent un petit peu la confiance, si tu veux, en termes de proximité, tu vois? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que vous en pensez à la France Insoumise de ça? Alors d'abord dire que nous, on est pour, effectivement, c'est dans le programme, le référendum révocatoire, pour que tous ceux qui nous suivent comprennent bien. C'est que le référendum révocatoire, c'est la possibilité pour les citoyens, lorsqu'ils sont en désaccord avec un élu, lorsqu'ils ont élu quelqu'un, quel que soit le niveau d'élection par ailleurs, hein, que ce soit un député, un maire, le président de la République, à un certain moment, de dire, voilà, si on a un seuil de signature, un pourcentage du corps électoral, s'il y a suffisamment de gens qui ne sont pas d'accord, hop, ça déclenche un référendum pour dire est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il s'en va. Nous, on est pour. On a dû déjà déposer des propositions de loi à l'Assemblée nationale. On pourrait le refaire et sans doute qu'il faut le refaire. Par contre, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le fonctionnement de nos institutions, c'est pour ça que c'était intéressant de parler de 6e République, le fonctionnement de nos institutions fait que l'ordre du jour du Parlement et notamment de l'Assemblée nationale est décidé quasi exclusivement ou en immense partie par le gouvernement. C'est le gouvernement qui décide de quels sont les textes qui sont mis à l'ordre du jour et étudiés. Nous, on ne peut décider des textes qui sont discutés dans l'hémicycle et mis à l'ordre du jour que un jour par session. Nous, c'était en novembre dernier. La niche parlementaire. C'est les niches parlementaires. La niche parlementaire, exactement. Et le jour de notre niche parlementaire, donc c'est une fois dans l'année où on peut décider de ce dont on parle. Nous, la dernière fois, je ne me souviens plus de l'entièreté des textes qu'on avait mis dedans. Je pense qu'il y en avait un, alors c'est peut-être pas référendum révocatoire, mais il y en avait un sur le sujet démocratique au sens large. Peut-être que c'était celui-là d'ailleurs, je ne sais plus. Mais on avait mis, nous, en premier texte la dernière fois, l'abrogation de la réforme des retraites. En se disant qu'à ce moment-là, c'était un sujet important, que le Parlement avait toujours pas pu voter dessus. Et donc, ce jour-là, c'est nous qui choisissons les textes qui sont étudiés, mais ça commence à 9h et à minuit, ça s'arrête. Et donc, nous, on avait mis l'abrogation de la réforme des retraites en premier et on n'a même pas pu voter sur ce texte parce que les macronistes ont fait de l'obstruction, ils ont déposé des amendements, ils ont parlé non-stop
pour que entre 9 h et minuit, on n'arrive même pas à aller au bout des amendements sur le premier texte qui était l'abrogation de la réforme des retraites. C'est pour te dire que on dépose des propositions de loi. On essaye de faire avancer des trucs, d'arracher des choses. Mais quand on dépose des propositions de loi, on n'a quasiment même aucune possibilité que ces propositions de loi soient effectivement débattues et soumises au vote à l'Assemblée du fait de ce fonctionnement-là. Donc, sans doute qu'il faudrait qu'il faut qu'on en redépose une sur le référendum d'initiative, non, pas sur le référendum révocatoire, qu'il faudrait peut-être un jour qu'on le remette à l'intérieur d'une niche parlementaire. Alors, mais malheureusement, cette loi-là, Aurélien, cette loi-là, cette proposition de loi, c'est pas vraiment une proposition, la loi Pasco dont je te parle. C'est fait par Pasco d'Anticor. C'est pas vraiment une proposition de loi, c'est plutôt en fait une proposition de casier vierge, si tu veux, pour les élus quand ils sont élus dans leur circonscription, si tu veux. C'est qu'ils démarrent, si tu veux. Il nous explique en gros que tous les métiers peu importe les secteurs d'activité, doivent avoir un casier vierge, infirmier, pompier, tout ce que tu veux et tout. Et du coup, pas les élus. Donc cette loi, en fait, elle n'est pas vraiment sur la révocation d'élus en tant que telle. J'ai compris. Ouais. Tu captes un peu ce que je veux te dire. Donc, est-ce que vous êtes au courant de cette loi-là? Est-ce que vous savez qu'elle est au Sénat? Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Et est-ce que, enfin moi, c'est pas vraiment ma question à moi. Ça, c'est une question qu'on entend souvent dans nos débats et dans nos lives et tout ça. Pourquoi LFI ne prend pas cette loi-là et la remet pas au goût du jour? Alors modifiée, pas modifiée, je sais pas, moi j'en sais rien. Mais est-ce que vous êtes au courant de ça déjà? Est-ce que vous êtes au courant de cette loi qui est au Sénat? Ouais, mais par ailleurs, la réalité, c'est ce que je te disais, c'est que nous, même une loi qui est passée au Sénat, on n'a pas la possibilité, quasiment, à part une fois par an sur un ou deux textes, de la remettre à l'ordre du jour de l'Assemblée. Par ailleurs, je vais quand même dire un truc sur la question du casier judiciaire. C'est que, autant nous, on est favorable à ce que quand la justice condamne à de l'inéligibilité, on ne puisse pas se présenter, mais c'est une peine particulière pour des délits particuliers. Par contre, moi, je ne suis pas sûr qu'il faille dire que pour être candidat ou être élu, il faut avoir un casier judiciaire complètement vierge. Qu'il y ait certaines sanctions, qu'il y ait certains actes qui entraînent l'inéligibilité, c'est une chose. Mais par contre, si on dit casier judiciaire complètement vierge, ça veut dire aussi, il faut en avoir conscience, que tous les citoyennes et les citoyens ne sont pas tous égaux dans la capacité à aller se présenter. Et celles et ceux qui, malheureusement, ont des casiers judiciaires avec des condamnations dedans, c'est pas que, y a pas que le côté de la délinquance en col blanc, etc. Je veux dire, la justice, elle frappe aussi très durement dans les quartiers populaires, elle frappe très durement chez les plus pauvres. Et donc, ça veut dire qu'on exclut aussi des gens de la représentation. Je prends un exemple. Des gilets jaunes qui ont été condamnés parce qu'ils se sont fait attraper dans des manifs, qu'on les a envoyés en comparution immédiate et qu'on a condamnés à tour de bras. Il y a plein de gilets jaunes qui ont été condamnés, comme il y a des syndicalistes qui ont été condamnés, etc., etc. Est-ce que ces personnes-là, parce qu'ils ont été condamnés, nous, on n'est pas d'accord avec les condamnations, mais ils ont été condamnés. Est-ce que ces personnes-là, parce qu'elles auraient un casier judiciaire, pour ces raisons-là, par exemple, ne pourraient plus être un jour candidats à des élections? Alors, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense que cette loi-là, il faut l'avoir à partir d'un moment d'un seuil, d'un niveau de seuil. Par exemple, pas ce que tu dis, pas les fichiers, c'est parce que le mec il gueule un peu trop fort dans une manif et tout. Mais clairement, le seuil de base, c'est tout ce qui est corruption, argent public, corruption et ce genre de choses. Où tu montes le plafond en fait de ce seuil-là en disant bon ben voilà, le casier judiciaire vierge commence à partir du moment où tu as été dans des affaires de délit majeur. Par exemple, je te dis la corruption, conflit d'intérêts économiques, vraiment des trucs hyper lourds, tu vois. Parce que là, ça pourrait prendre un sens en termes de confiance envers la citoyenneté. Alors, si on est d'accord sur le fait que le gilet jaune qui s'est fait attraper parce que il a gueulé un peu trop fort et puis surtout dans le contexte de l'époque et tout ça, là, moi, je suis d'accord avec ça. Mais en tant que citoyen, tu peux comprendre que nous, par exemple, quand on a des gars autour de nous qui se font attraper dans des histoires qui prennent plus, tu vois que des gens qui ont fait de la corruption à hauteur de fonds publics et tout ça, et qu'on entend du coup des politiciens, alors là je parle pas de toi ni de la France insoumise, hein, mais des politiciens, tu vois, en général, qui nous disent oui, mais non, mais je ne sais pas, mais peut-être que... Non, partons du fait qu'on ressort cette loi-là et qu'on met un seuil en se disant, bon bah voilà, ça démarre
par la corruption déjà pour commencer, tu vois. Je pense que ça pourrait être quelque chose de symbolique. Et LFI, LFI, alors moi je suis pas en train de dire de faire ce que vous, enfin je vous dis pas de ce que vous devez faire, mais de ce qu'on entend nous sur le terrain, je pense que symboliquement de ressortir un texte comme ça, ben, je sais pas les gars, vous ressortez un texte comme ça, vous commencez à monter le seuil en mode corruption machin et tout ça, et que vous avez des mecs comme Anticor derrière qui appuient tout ça. Vous pouvez faire mal, les gars. Hein. Mais vraiment, vous pouvez faire très, très mal. Quand je dis très, très mal, dans le sens, vous pouvez avoir un impact direct sur la confiance avec la citoyenneté. Et ça peut être quelque chose, je ne sais pas, auquel il faudrait peut-être penser ou remettre au goût du jour, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça qu'on entend les choses. Après, je ne sais pas comment que toi, tu vois les choses à ta façon. Okay, ben, on va regarder. Nous, on est pour les questions de corruption, détournement de fonds, etc., et les délits qui sont commis, qui plus est, dans l'exercice du mandat et en se servant parfois de mandats électifs pour s'enrichir, ça, il est évident qu'il faut que ça entraîne l'incapacité de se présenter à des élections et l'inéligibilité. Je vais regarder précisément la loi dont tu parles, regarder ce qu'il y a dedans. Ce que je disais tout à l'heure, c'était juste alerter, à dire attention à ne pas dire qu'il faut que tout le monde, on ne peut pas être candidat si on n'a pas un casier judiciaire vierge, parce que sinon on embarque des gens, tu vois, y compris le gars qui a volé un paquet de pâtes ou je sais pas quoi. Non, bien sûr. Là, on était vraiment sur le seuil, ouais. Bien sûr, sur les questions de corruption, détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, etc. C'est un sujet. Et puis, c'est en plus au cœur du débat, puisque avec Marine Le Pen qui a piqué 4 millions d'euros dans la caisse. Bah là, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous ressortez ça, vous arrivez maintenant, ouais, vous allez au bazooka, les gars. Là, je pense que c'est. Enfin, je ne vais pas dire que c'est gagné, mais au moins, il y a un. Toi, les citoyens qui vous observent toute la journée, ils voient ça, ça commence à en parler sur les débats et ça monte le seuil. Après, le seul particularité, c'est que ce dont il faut faire attention, c'est que j'espère qu'il n'y en a pas de votre côté, parce que là, du coup, ça va zouker un peu, tu vois ce que je veux te dire. Mais en tout cas. Mais du côté, y compris le côté de la France Insoumise, il y a quand même un peu. C'est que les insoumis sont pas là ni pour s'enrichir, ils sont là pour se battre, et que je pense qu'ils sont dans une démarche qui est complètement différente, quoi, qui est de celle du Rassemblement national, et que par ailleurs, au contraire, on fait plutôt scrupuleusement attention à respecter toutes les règles qui sont parfois compliquées, mais qu'au contraire, et je pense que ça n'arrivera pas. Bon, bah écoute, on est derrière vous, en tout cas, on vous observe, sachez-le. Mais vous avez raison, et il faut l'être. Non, mais c'était mon but sur cet axe-là de te bousculer un peu. Mais non, mais t'as raison. Voilà, il faut se dire les choses franchement. Il faut se dire les choses, je suis d'accord. On passe à l'écologie rapidement? Allez, c'est parti. Allez, go. Alors Aurélien, vous avez dans votre programme du coup la sortie du nucléaire, hein, c'est bien ça, et la transition. Alors rapidement, comment on le fait et surtout, bien entendu, avec quel acteur on le fait et dans le climat actuel et tout ça, comment vous voyez les choses vous côté LFI sur ça? Bah, la question de la sortie du nucléaire, c'est deux trucs. C'est que déjà la première, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse croire que le nucléaire est une énergie pleinement souveraine. Pour avoir des centrales nucléaires, il faut avoir de l'uranium. Or, de l'uranium, on n'en a pas en France. Et donc, on est nécessairement dépendant de ressources qu'il faut aller chercher ailleurs. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que le nucléaire entraîne la question des déchets nucléaires. Et donc, ce n'est pas une énergie qui est parfaitement propre. Parce que les déchets nucléaires, aujourd'hui, on ne sait pas comment les gérer. On ne sait pas comment les stocker. Pendant des années, on a envoyé nos déchets nucléaires aller se perdre sur d'autres continents, notamment le continent africain, parce qu'on ne voulait pas chez nous, et on a pourri des terres qui n'étaient pas à nous. Aujourd'hui, ces déchets nucléaires, on ne sait toujours pas comment les stocker, donc on essaye de les enfouir. Il y avait une question d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Évidemment, les gens sur place ne veulent pas qu'on enfouisse des déchets nucléaires chez eux, et on peut les comprendre. Personne n'a envie d'avoir des déchets radioactifs à côté de son jardin. Mais du coup, la réalité, c'est que on ne sait pas quoi faire de ces déchets, et que plus ça durera, plus ce sera un sujet difficile et compliqué à gérer. Et on ne sait pas ou mal gérer les fins de vie
des centrales nucléaires. Ouais, tu me dis ça a le temps. Non, je te dis pas le temps, je te dis pourquoi on met pas dans des fusées, on jette pas ça dans l'espace côté soleil. Parce que, y compris, notre objectif n'est pas que la civilisation humaine, qui a déjà détruit une partie de notre écosystème sur la planète Terre, se mette à détruire, y compris l'écosystème dans l'espace, et d'aller polluer, y compris en dehors de la planète Terre. Je veux dire, nous, on est dans une vision des choses où il faut aussi limiter l'impact de nos activités humaines sur le reste. Donc voilà, il y a la question des déchets. Et puis surtout, il y a la question de la sécurité. Parce que, ok, on peut tout faire pour avoir les dispositifs sur le nucléaire les plus sûrs possibles. Mais il suffit d'un accident, il suffit d'une attaque sur une centrale nucléaire pour que tout soit dévasté. Une seule erreur, un seul problème. Et ça, on pense qu'on ne peut pas mettre en risque l'existence même de notre civilisation sur un accident. Donc, on pense que c'est trop risqué, qu'on ne peut pas construire une société comme celle-là et qu'il faut passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, ce n'est pas facile. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Et je dis aussi, parce qu'on nous dit souvent, ah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez revenir à la lampe à huile et il va falloir tout éteindre et rien ne va marcher, etc. Personne n'a dit, on arrive 24 heures après, les centrales nucléaires, elles sont arrêtées, il n'y a plus d'électricité. Nous, si on veut sortir du nucléaire un jour, il faut d'abord affirmer l'objectif politique, on va sortir du nucléaire. Et ensuite, il faut l'organiser, le planifier progressivement. Comment on fait? Eh bien, on commence par mettre de l'argent dans la recherche. Parce que on a des énergies renouvelables aujourd'hui, il faut les développer. Vous les connaissez, à la fois de la géothermie, de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique, etc. Bon, donc il existe déjà tout un panel d'énergies renouvelables. Il y a des nouvelles énergies à aller chercher, les énergies en lien avec l'économie de la mer, les énergies marémotrices, les hydroliennes qui utilisent les courants marins, etc. Donc il y a des nouvelles énergies à développer. Et puis il y a sans doute aussi d'autres choses encore à perfectionner, à inventer. Donc, acter la sortie, investir dans la recherche et planifier et commencer à développer d'autres choses plutôt que ce que fait Emmanuel Macron, qui veut nous faire construire d'autres nouvelles centrales qui prennent des années et des années de retard, qui sont des gouffres financiers parce que les projets sont multipliés par 2 ou par 3 les sommes d'argent qu'il faut y investir. Et qui nous font repousser l'échéance du moment où on s'engage vraiment à l'intérieur de la sortie. Est-ce qu'on a encore du temps? On peut continuer ou pas via ton équipe, c'est bon? Ouais, on peut continuer un peu. Puis je vais essayer de faire plus court. D'accord. Donc du coup, je vais alors très rapidement les trois premières mesures écolo que la France insoumise dès qu'elle arrive au pouvoir elle met en place. Très rapidement, qu'est-ce que c'est? Décréter la sortie du nucléaire, oui. Enclencher la transition écologique, y compris dans le monde de l'agriculture. Et ça, c'est un vrai truc, mais ça demande en réalité plus de mesures. Ça veut dire réouvrir des lycées professionnels agricoles, ça veut dire encadrer les prix, ça veut dire développer une agriculture non intensive. Et puis mettre par exemple du bio et du local dans les cantines. Et puis surtout, il faut absolument que on développe les transports en commun et la gratuité des transports. Alors, on va aller sur l'axe d'immigration. Alors, je préfère te prévenir, nous ici, on n'est pas dans un délire de rester 15 ans sur l'immigration. On ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Non, mais il n'y a pas de souci. Il faut en parler. Il faut en parler, ouais. On ne pense pas que ce soit quelque chose de réellement problématique. On a lu les études de David Autor au MIT Economics, on connaît un peu les trucs, on sait qu'il y a des soldes positifs, surtout sur l'immigration de consommation, etc. Mais du coup, pour les gens qui nous écoutent et les gens qui vont tomber sur cette vidéo, on est obligé d'en parler un petit peu. Donc, on y va rapidement sur le volet immigration. D'accord, Aurélien? Ça marche. Allez, go. Donc, voilà l'immigration, les amis, très rapidement. Donc, on sait que la France insoumise est pour une régularisation, excuse-moi, des sans-papiers, hein, c'est ça. Comment on fait pour faire accepter ça à un pays qui a de plus en plus peur, via la propagande médiatique, de l'immigration, avec des mecs qui ont carrément acté un programme politique? Je pense à Zemmour, je pense à Bardella, je pense à Marine Le Pen et tous ces gens-là. Comment on se bat pour faire comprendre aux gens cette proposition de loi-là à la France insoumise? Je crois qu'il faut revenir un peu quelque part en arrière sur ce qu'on disait tout à l'heure.
pourquoi il faut qu'on comprenne, il faut que tout le monde comprenne pourquoi les plus riches, les macronistes, les milliardaires, décident de diffuser le racisme partout. Parce que si les attaques contre les sans-papiers, les immigrés, si le racisme, aujourd'hui, est diffusé aussi massivement, c'est parce qu'il l'est par les macronistes, par des personnes comme Retailleau, comme Darmanin, etc., et par les médias, par l'extrême droite aussi, mais si on veut l'extrême droite, ça a toujours été le cas, et par des médias. Et donc, il faut se poser une question. Pourquoi Vincent Bolloré décide de racheter CNews, Europe 1, le JDD, pour diffuser des idées racistes? Moi, je vous le dis franchement, je ne crois pas que ce soit parce que Bolloré, c'est le plus raciste et que c'est ça, que c'est son totem principal. Je crois qu'il y a une vraie raison derrière. La vraie raison, c'est que les milliardaires dans ce pays se sentent en danger. Ils se sentent en danger parce qu'ils voient la pauvreté monter, ils voient la colère des gens monter, ils voient que les gens sont plus capables de vivre comme aujourd'hui, donc ils savent que les gens, à un moment, vont se révolter et que les gens ont déjà commencé à se révolter. Et donc, quelle est la meilleure manière pour éviter la révolte du peuple et donc protéger leurs intérêts à eux? Eh bien, c'est que le peuple se divise. Et la meilleure manière de diviser le peuple, en tout cas, c'est ce qu'ils font, c'est de disséminer le racisme. Pour résumer, que les pauvres se battent entre eux en regardant celui d'à côté, en se demandant s'il a le bon papier dans la poche, s'il a la bonne religion ou s'il a la bonne couleur de peau. C'est à ça que leur sert le racisme. Et donc, la manière dont on doit combattre le racisme, notre antiracisme, doit aussi être un anticapitalisme. Si on veut réussir à convaincre tout le monde de dire oui, c'est pas parce que il n'a pas le bon papier dans la poche que il faut s'en prendre à lui. Bien sûr qu'il faut le régulariser, qu'il puisse travailler, qu'il puisse payer des cotisations sociales, qu'il puisse avoir accès à la sécurité sociale, etc., et qu'il puisse vivre en fait normalement. Si on veut réussir à ce que tout le monde l'entende, eh ben il faut expliquer à tout le monde ce qui est en train de se passer. Que c'est pas le travailleur immigré qui aujourd'hui ferme des usines, que c'est pas le travailleur immigré qui refuse d'augmenter les salaires, que c'est pas le travailleur immigré qui fait qu'il y a de l'inflation au supermarché, que tous ces phénomènes-là, ils sont créés par des multimilliardaires. Et que ces multimilliardaires cherchent à nous diviser. Et une fois que tout le monde aura compris ça, alors on arrivera à réunir le peuple, à créer une unité populaire pour défendre les intérêts du peuple, c'est-à-dire le partage des richesses. C'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, et je reviens sur cet argument, mais si déjà la population française arrive à se faire enrhumer par les médias, arrive à se faire enrhumer par les partis politiques, en expliquant ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire faire penser que l'immigration, c'est la peur et tout. Du coup, ça revient à la question de tout à l'heure. Est-ce que tu penses que le peuple il est assez conscient à l'heure d'aujourd'hui? Il a un niveau de conscientisation qui est, tu vois ce que je veux te dire, là où je veux revenir. Est-ce que tu penses qu'il a un niveau de conscientisation acquis pour pouvoir arriver au projet qui est celui de LFI, qui pour moi, entre les partis politiques, il y a clairement une différenciation de niveau entre ce que peut proposer le RN ou ce que proposaient des partis hyper ultranationalistes et la France insoumise. Vous avez quand même dans votre programme un niveau intellectuel de proposition, on va pas se mentir, est quand même assez élevé, quoi, tu vois. Et moi, la question que je me pose, c'est ça. C'est, est-ce que tu penses que, vu que, et on va venir sur les médias après, mais est-ce que tu penses que vu qu'ils arrivent à se faire enrhumer par les médias propagande, hein, parce que pour nous, c'est de la propagande claire et nette, est-ce que tu crois qu'ils sont prêts pour le projet qui est le vôtre en 2025? La réalité, c'est que c'est une bataille. Si tout le monde était convaincu par le projet et par notre capacité à l'emporter, à le mettre en place, etc., peut-être qu'on aurait déjà gagné en 2022 ou peut-être qu'on aurait déjà gagné en 2017. Donc, c'est une lutte. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que dans la bataille et dans le combat, contrairement à ce que certains disent, eh ben, on progresse. Voilà. En 2012, on a fait 11%. En 2017, on en a fait 19%. En 2022, on en a fait 22%. Aux législatives de 2024, le Rassemblement national, quoi qu'en disaient les sondages, ne l'a pas emporté. Et donc, on progresse. Par contre, c'est une lutte, c'est un combat, et donc il faut argumenter, et il faut que tout le monde mène ce combat. On mène ce combat, nous, quand on est à l'Assemblée, on le mène quand on va sur les plateaux, on le mène quand on va sur le marché ou en porte-à-porte. Vous menez ce combat justement en diffusant des contenus, en organisant des émissions, en créant du débat sur les réseaux sociaux. C'est un combat dans la société qu'il faut que tout le monde mène. Et le combat antiraciste, c'est l'un des combats fondamentaux. Pourquoi? Parce que c'est le combat qui est la condition nécessaire à l'unité du peuple, et l'unité du peuple est la condition nécessaire à la victoire et à la capacité de changer de système. Oui, ce qu'on appelle l'éducation populaire en street voilà. politique. Mais bien sûr, rien n'est gagné d'avance.
Et si on reste tous dans notre coin, parce que les autres en face, ils mènent le combat. Ouais. C'est ça qu'il faut dire aussi. Ils le font, c'est clair. On n'est pas tout seul, quoi. En face, on a des adversaires qui ont des moyens, on y reviendra sans doute, mais qui sont bien plus puissants que les nôtres. Mais avec les armes qu'on a, il faut mener ce combat, il faut mener cette bataille culturelle, il faut réussir à l'emporter. Et moi, je pense qu'on peut y arriver, y compris parce que la France a quand même, a quand même dans sa définition même, le fait d'être une république, un peuple politique et un peuple qui se définit politiquement par liberté, égalité, fraternité et ne se définit pas comme étant un peuple ethnique. Et je pense que même si ce sont des conceptions qui peuvent paraître abstraites, je pense que c'est des conceptions qui sont quand même intégrées et partagées par une partie de la population française. Et donc, il faut s'appuyer dessus pour dire, mais en fait, votre identité, notre identité française, ce n'est pas celle de s'en prendre à celui qui ne serait pas français. Parce que notre identité française, c'est d'avoir des valeurs liberté, égalité, fraternité. Et dans liberté, égalité, fraternité, c'est bien de ne pas oublier la fraternité non plus. C'est là où ils se définissent patriotes alors qu'ils ne comprennent pas les valeurs républicaines. Exactement. Voilà, la boucle est bouclée par rapport à ce que tu dis. La boucle est bouclée, voilà, je me doutais. Alors, LFI, on entend cette petite musique de dire que LFI n'aime pas la police. Bon, les trucs un petit peu de gogol là qu'on entend un peu partout. C'est un peu problématique quand on sait que vous voulez en embaucher 10 000. Remettre la police de proximité qui a été enlevée par Sarkozy à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, si je ne dis pas trop de bêtises, ou je ne sais plus. Un petit mot sur ça, sur les réformes de la police, votre lutte contre les syndicats qui sont eux qui ont tout intérêt à ce que vous ne passiez pas, etc. Rapidement. Ouais. Un mot rapide sur la police. Nous, on dit qu'on veut réformer la police de la cave au grenier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr, qu'on a besoin d'avoir une police, mais qu'on n'a pas besoin d'avoir la police qu'on a actuellement. On a un problème aujourd'hui avec la police que nous connaissons et avec la politique qui est fixée, les objectifs qui sont donnés à la police, notamment celui de la politique du chiffre, c'est-à-dire qu'on demande aux policiers de faire un maximum d'arrestations, un maximum de verbalisations, etc. Donc, ils vont attraper tous les petits qui peuvent autour d'eux pour cocher des croix dans un tableur Excel et faire un maximum de chiffres. Et il n'y a pas de travail de fond, il n'y a aucun problème de sécurité qui est réglé. On avance sur aucun sujet à part faire du chiffre et créer en permanence de la tension entre la police et la population. C'est pas à ça que devrait servir la police. La police est un service public, elle est donc au service du public et de la population française et pas l'inverse. Elle n'est pas là pour être une arme de répression. Et puis, il faut le dire aussi, on a un véritable problème de racisme dans la police en France quand on voit son comportement dans les quartiers populaires, les questions de contrôle aux faciès, etc., etc. Je développe pas plus longtemps juste pour dire qu'est-ce que nous, on souhaite faire. Nous, on souhaite, d'une part, effectivement, rétablir une police de proximité, faire en sorte qu'on puisse avoir 40 000 agents police proximité, c'est-à-dire que plutôt que de se balader en voiture dans les quartiers sans connaître personne, de provoquer, d'aller taper un petit dans un coin, etc., on veut des policiers qui puissent connaître la population. D'abord être là pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter quand il y a un problème, et pas simplement pour arriver et sortir la matraque ou le taser immédiatement. Donc, une police de proximité. Et puis ensuite, bien sûr qu'il y a des questions dans notre pays de criminalité, mais c'est pas avec la BAC qui va courir après des jeunes que on va régler les problèmes de criminalité dans le pays. Hein. Si demain vous voulez par exemple, lutter contre le narcotrafic. C'est un vrai sujet, la lutte contre le narcotrafic. Bien sûr que ça pourrit la vie de plein d'habitants dans des quartiers populaires. Mais si vous voulez lutter contre le narcotrafic, alors il faut démanteler l'entièreté des filières. Il faut aller chercher les gros. Ceux qui s'en mettent plein les poches, tranquilles dans un coin, qui organisent le truc de loin. Mais si vous voulez démanteler le narcotrafic, alors il faut faire des véritables enquêtes. Et pour faire des véritables enquêtes, il faut des moyens. Et aujourd'hui, on augmente ce que préfère faire Macron et puis Sarko avant, c'est augmenter les effectifs de la BAC qui vont taper des gens dans la rue et qui servent à pas grand-chose et diminuer les effectifs de la police judiciaire qui, eux, font des véritables enquêtes. Donc, on veut dissoudre la BAC parce que ce sont des unités qui sont violentes, dans lesquelles le racisme est particulièrement développé. On veut remettre de la police de proximité pour recréer du lien de confiance avec la population et on veut développer
La police judiciaire, moi, je m'étais noté que, par exemple, on proposait d'augmenter de 6 000 agents la police judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui fassent vraiment le boulot de policier, à savoir faire des enquêtes pour remonter les filières, pour quand il y a un problème, aller les trouver. Et j'arrête juste là-dessus, mais c'est pareil. La question du trafic d'armes, aujourd'hui, en France, il y a entre 6 et 11 millions d'armes qui ne sont pas déclarées. Entre 6 et 11 millions d'armes qui circulent et on fait 5 000 saisies par an. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut faire du chiffre, donc c'est toujours la même chose. On n'a pas d'enquêteurs pour aller remonter les filières, comprendre ce qui se passe et aller choper les gros et endiguer la circulation des armes dans le pays. Donc il faut mettre de l'argent, c'est comme partout, il faut mettre de l'argent au bon endroit, accepter de prendre du temps, permettre qu'il y ait des vraies enquêtes et faire de la proximité, de la discussion avec les gens et puis surtout dégager de notre institution toutes celles et ceux qui sont racistes et qui posent des problèmes de violence. Bon, bah, je crois que les gars, le message est passé, c'est clair. Dernier axe, Aurélien, on va aller sur l'éducation, la culture et la société. Je vais te passer une séquence et j'aimerais que tu réagisses sur ça, si ça ne te dérange pas. Ça marche. On y va pour le dernier axe. Bon, j'aimerais qu'on parle médias 2 minutes. Très rapidement, j'aimerais te faire passer devant tout le monde une séquence. Alors, c'était donc toi, Aurélien Lecoq, député de la première circonscription du Nord, les amis, qui étaient face à Julien Pasquier sur CNews. Je passe la séquence, elle est très très rapide, et 13 secondes, et ensuite on en parle. D'accord ? Ça marche. Moi, je m'appelle Julien Pasquier, moi je parle en mon nom, et personne ne me donne aucune consigne, d'accord ? Personne. Non, je vous parlais de Monsieur Bolloré qui nous donnera des consignes. Personne, ne regardez-moi bien, monsieur, personne ne me donne aucune consigne. Bon, LOL. Ah, ben ça c'est incroyable. Mais alors, il y a un truc qui est fou sur CNews, c'est que il suffit de prononcer le nom de Bolloré pour que tous les commentateurs, tous les animateurs de plateau montent tout de suite dans les tours. Alors moi, pour le coup, je l'assume, pour le coup, je pense qu'ils ont une consigne. C'est qu'ils n'ont pas le droit de laisser insulter Bolloré sur leur plateau. Parce que je l'ai fait plusieurs fois. Enfin, insulter. Ouais, j'allais dire, c'est même pas insulter. Ouais, c'est ça, c'est même pas insulter. Parce que à chaque fois que on arrive sur le plateau pour dire et qu'on dit il y a une réalité, c'est qu'il y a un problème avec Monsieur Bolloré qui aide l'extrême droite, qui diffuse en permanence son contenu. Alors dès qu'on a prononcé le nom de Bolloré, ils montent tout de suite dans les tours, ils se mettent à hurler. Vous pouvez pas dire ça, je vous laisserai pas dire ça, jamais je vous laisserai dire ça. Et on peut plus en caser une parce qu'ils hurlent. Bon, la réalité c'est qu'on a un véritable problème avec Bolloré. Parce que oui, Bolloré est un milliardaire qui a racheté désormais une télé, un journal, une radio. Je crois qu'il rachète une maison d'édition aussi là plus récemment. Il met aussi en place des écoles de journalisme de droite et d'extrême droite. Là, on a un très bon exemple avec l'actualité du moment, avec Frontières, par exemple, qui sortent. Alors je vais pas dire qu'ils sortent de la sphère Bolloré, mais qui vous attaquent frontalement, on va pas se mentir. Frontières, ils sont sur vos côtes sévères là. Comment vous voyez les choses, vous, par rapport à ça là ? Oui, et puis Frontières, je le dis aussi, en fait, Frontières, ils font partie d'une certaine manière de la sphère Bolloré, parce qu'en fait, ils sont en train de construire un mécanisme qui marche malheureusement bien. C'est qu'ils ont des petits médias d'extrême droite comme les Frontières qui sortent des trucs pourris à travers les réseaux sociaux. Puis ensuite, ils sont invités, ils ont un gars de Frontières qui va être invité sur CNews ou sur Europe 1 pour parler de son histoire. Et donc, ça va monter en bulle, ça va créer une actualité. Et puis, à un moment, BFM finira par le reprendre. Et puis, à la fin, tout le monde sera obligé d'en parler et tout le monde devra réagir à l'information pourrie de Frontières qui n'a pas d'intérêt et qui est souvent des informations diffamatoires ou des attaques ou je sais pas quoi contre les insoumis. Voilà, mais parce que dans le processus que je décrivais tout à l'heure, oui, les milliardaires ont intérêt à fracturer le peuple sur des enjeux racistes et les milliardaires ont intérêt à ce que les insoumis ne l'emportent pas. Voilà, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, si nous l'emportons, nous allons taxer les milliardaires et donc nous allons taxer Monsieur Bolloré. Et sans doute que Monsieur Bolloré a envie de continuer à faire du business et que on vienne pas lui prendre trop de millions dans ses poches. Ne pas l'embêter, quoi. Attaques et qui sont très violents, mais c'est pour ça qu'il faut pas se démonter et qu'il faut continuer à aller les affronter, et à les prendre de face et à dire ce qu'on a à dire. Yes. Je te passe rapidement des personnages que tu peux voir au milieu. Là, j'ai mis Julien Pasquier. Je t'en passe 3-4 là rapidement. Tu me dis un petit mot sur chacun d'entre eux. On y va ?
Il faut que je les connaisse tous. Hein. Tu les connais tous, ne t'inquiète pas. N'oublie pas qu'avant de préparer cette interview, je te suis depuis un petit moment. Moi. On y va. Allez. Petit mot sur Pascal Praud, rapidement, Aurélien. T'as Pascal Praud. Problème ou pas Problème ou pas? Ah oui, gros problème. Gros problème. Puis moi, je me souviens, y compris, que la manière de gérer ces émissions, au-delà même du fond et de la ligne éditoriale, qui est celle de CNews, de laisser passer des propos racistes, etc. La gestion de Pascal Praud de son propre plateau, je me souviens des moments où les Insoumis allaient encore sur son plateau et d'une émission où il y avait notamment Julie Garnier, qui est le porte-parole de la France Insoumise, qui a été candidate à plusieurs élections, etc. Et de l'attitude particulièrement sexiste du plateau envers les femmes, où ils se mettaient à leur hurler dessus, etc. Donc, ouais, c'est problématique, quoi. Netanyahou. Il est attendu à la barre de la Cour pénale internationale. Tu crois qu'il va s'y rendre un jour? Non, bien sûr, lui, il va essayer. Enfin, je dis non. J'espère qu'il va être contraint d'aller devant la Cour pénale internationale. Par contre, je ne crois pas qu'il s'y rende de son plein gré et que c'est qu'en lui en envoyant un mail, il va y aller tout seul. Non, cet homme est en train de devenir et d'être peut-être le plus grand criminel de l'histoire du XXIe siècle. Il est en train de commettre, de commanditer, d'organiser un génocide sous les yeux de tout le monde et sans que grand monde ne fasse rien en réalité. Parce que la plupart des puissances se rendent complices de ce génocide, soit en envoyant des armes, soit en ne disant rien. Et on a des dizaines de milliers de personnes qui meurent et vraisemblablement, il ne s'arrêtera pas seul. Puisqu'y compris... Trump lui a dit il faut faire de Gaza une nouvelle Riviera, je ne sais pas quoi. Donc, il va aller jusqu'au bout de sa volonté de nettoyage ethnique. Et donc, pour l'arrêter, il va falloir que des pays prennent un certain nombre de mesures. Et Emmanuel Macron, qui aujourd'hui fait le beau en disant qu'il va peut-être reconnaître l'État de Palestine en juin. D'abord, on se demande pourquoi il y a besoin d'attendre jusqu'à juin pour faire la reconnaissance, pourquoi ça ne peut pas se faire tout de suite. Mais surtout, maintenant, il va falloir prendre des sanctions. Il va falloir arrêter d'envoyer des armes. Et surtout, il va falloir qu'enfin, on applique ce qu'on est censé faire. Est-ce que M. Netanyahou a survolé le territoire français, là, il y a peu lors d'un de ses déplacements internationaux? Il y a un mandat de la Cour pénale internationale qui est émis. La France est censée respecter le droit international et les accords qu'elle a elle-même signés. Et donc, si la France respecte ses engagements, si Benyamin Netanyahou passe sur le territoire français, que ce soit sur terre, dans les airs ou sur mer, la France a le devoir de l'arrêter. Et je ne peux pas croire qu'en France, on n'a pas une armée qui n'est pas capable, sur n'importe quel point de notre territoire aérien, en quelques minutes, avec les Rafales, avec les avions de chasse qu'on a, d'intercepter n'importe quel avion. Donc, on a la capacité de le faire. Si on ne l'a pas fait, c'est une faute absolument terrible de la part du président de la République. Complice, pression? J'en sais rien parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est Mathilde Panot qui a demandé à savoir si d'une part on pouvait nous confirmer l'information, parce que c'est pareil, qu'on nous fasse pas croire. Enfin, je veux dire, la France a un système de renseignement développé. Chaque appareil qui rentre dans l'espace aérien français, il est identifié, il est tracé. Et d'ailleurs, quand il n'est pas identifié et pas traçable, il est censé être arrêté immédiatement. Je veux dire, c'est des questions de sécurité aérienne évidentes. Donc, on appelle. Donc, il faut qu'il réponde aux questions de la présidente Mathilde Panot en disant: a-t-il traversé l'espace aérien et ont-ils et pourquoi, si c'est le cas, la France n'a-t-elle pas agi? Et si c'est le cas, effectivement, c'est extrêmement grave. Yes. Mathieu Vallet, il me semble qu'il est sur ta circonscription, lui. Sur ma circonscription, je ne sais pas. En tout cas, il nous semble qu'il prépare une candidature aux élections municipales à Lille. Et on lui a, en tout cas, publiquement, on a déjà fait passer le message de lui dire que Lille comptait bien rester. Lille était une ville antiraciste et antifasciste, comptait bien le rester, et qu'il n'était pas bienvenu pour les municipales, et qu'on se chargerait de lui permettre de faire le score le plus minable possible s'il décidait d'être candidat ici. Parce qu'on ne veut pas de racistes ici et que Mathieu Vallet en est quand même une belle représentation politique.
Bah, et puis lui, il est énervé, hein. Se dit patriote, proche de la police et tout, sauf quand tu as 2 policiers qui se font douiller sur le sol français en Israël, pas un mot. Ouais. On a cherché sur Twitter, ce qui est un scandale absolu aussi. Enfin, je veux dire, laisser 2 policiers fonctionnaires français, représentants de l'État français, se faire arrêter par une puissance étrangère sans avoir aucune réaction de la diplomatie française. Je veux dire, c'est une provocation et un acte de défiance contre la France d'arrêter. C'était des gendarmes, je crois, qui plus est du coup des militaires. C'est un acte de défiance absolument totale sur la scène internationale. Il aurait fallu une réplique, une condamnation et des sanctions, mais très dures contre Israël. Allez, il nous en reste 2. Marine Le Pen. Rapidement. Bah, Marine Le Pen, moi je pense qu'elle doit être contente. C'est peut-être pour ça qu'elle sourit sur la photo. Non, mais elle doit être contente, elle qui a passé son temps à demander à ce que la justice soit ferme, implacable, à dire faut des peines planchées, on veut pas de laxisme, il faut de la dureté, de la sévérité. Ben voilà, la justice a entendu Marine Le Pen, a obéi à ses demandes, et donc maintenant elle est servie et elle ne peut qu'en être satisfaite, je pense. L'arroseur arrosé, hein, c'est clair. Exactement, exactement. Yes. Et pour finir, monsieur Jean-Luc Mélenchon, un petit mot sur El Maestro. Jean-Luc Mélenchon, nous on fait tous, on est beaucoup en tout cas à faire partie de la génération Mélenchon, c'est-à-dire que ouais, il est derrière aussi. Jean-Luc Mélenchon, il est l'homme qui a relevé la gauche dans ce pays, là où elle disparaissait et où elle mourait partout en Europe. Après le quinquennat de François Hollande, la gauche aurait pu mourir en France comme elle est morte en Italie, comme elle a presque disparu dans certains pays. Et c'est parce que lui était là, a tenu bon, a assumé une ligne politique parfois pas facile, de rupture, qu'il a accepté d'endosser les coups, que la gauche est restée debout et aujourd'hui peut-être en capacité de gagner. On lui doit toutes et tous, collectivement, je veux dire, énormément. Et puis, il a permis que beaucoup de gens qui ne s'intéressaient plus à la politique, qui en étaient dégoûtés, s'y réintéressent, s'y engagent, se disent que ça vale le coup. Et donc oui, Jean-Luc Mélenchon, il ouvre le chemin pour beaucoup et il ouvre la possibilité pour moi de la victoire, de la prise du pouvoir et surtout à travers ça de l'émancipation et du retour à la dignité pour des millions de gens. Vous êtes prêts à gouverner, les filles, réellement? Moi, je crois que oui. Ouais. Je crois que oui, parce que par ailleurs, on a des députés qui travaillent depuis 2017, depuis qu'on a des députés à l'Assemblée nationale, qui élaborent le programme, qui le développent, qui le diffusent, qu'avec l'Institut La Boétie, que co-préside Jean-Luc Mélenchon aux côtés de Clémence Guettet, il y a un certain nombre de travail qui est préparé. Je veux dire, on avait préparé pour la dernière présidentielle des plans, c'est-à-dire des plans au sens de la planification, c'est-à-dire des lettres de mission quelque part pour les ministères dans les premiers mois de leur arrivée. On les travaille avec des hauts fonctionnaires, parce qu'on a aussi des hauts fonctionnaires qui nous soutiennent. On les travaille, je sais, au sein de l'Institut La Boétie avec des universitaires qui viennent éclairer le programme, le compléter. Et puis aujourd'hui, on apprend également et on prend une expertise très précieuse grâce à nos 2 président de commission à l'Assemblée nationale, parce que être président de commission, c'est voir l'élaboration de toute une politique, alors contre laquelle on lutte, mais d'avoir accès à énormément d'informations de ce côté-là, avec Aurélie Trouvé, qui est présidente de la commission des affaires économiques, et puis avec Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances. Donc oui, on est prêt aujourd'hui à gouverner, je veux dire, on l'est également techniquement, si demain il faut exercer ses responsabilités. Et je crois qu'on est prêt et que le peuple français est prêt à reprendre le pouvoir. Ça devrait pas tarder. En tout cas, on lâchera rien jusqu'au bout. Eh ben, je vous le souhaite. J'ai 2 dernières questions concernant les citoyens qui ont posé des questions. Qu'en pense la France insoumise de l'Europe? Est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on n'en sort pas? Si on en sort, comment? Pourquoi? Est-ce qu'on n'en sort pas? Est-ce qu'il ne faut pas en sortir? Comment? Pourquoi? Dans l'état actuel d'aujourd'hui, très rapidement, parce que je n'ai pas envie de te prendre trop de temps maintenant, on arrive en fin d'émission. Rapidement sur ça. Et la deuxième concernera les ZFE. La première sur le rapport à l'Union européenne, la réalité, c'est que l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, elle ne permet pas de réaliser toute une partie de notre programme. Parce que l'Union européenne, elle contraint au libre-échange machin là, et que du coup,
la contrainte de l'Union européenne sur la mise en place du libre-échange, de la concurrence libre et non faussée, c'est l'obligation d'intégrer de la concurrence dans le rail et la destruction de la SNCF. C'est l'obligation de la concurrence dans l'énergie et la destruction d'EDF. C'est l'interdiction de tout un... C'est l'obligation de la réduction du déficit qu'on connaît beaucoup, qui empêcherait, parce que si nous prenons le pouvoir, d'avoir un investissement très fort, parce que c'est ce dont nous avons besoin sur la transition écologique, par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, à hauteur de 200 milliards. Donc, dans les règles actuelles de l'Union européenne, on ne pourrait pas faire respecter la souveraineté française et l'application de notre programme. C'est pour ça que nous disons très sincèrement, si nous arrivons au pouvoir, alors nous désobéirons aux règles des traités européens. Référendum, c'est la sortie ou pas? Quelque part, la question en fait de la sortie en tant que telle ou pas a pas un enjeu plus important que la question de savoir si on en respecte les règles ou pas. Si on n'en respecte pas les règles, l'Union européenne est moins un problème. Mais du coup, notre objectif est de dire à l'Union européenne en arrivant, voilà, nous devons changer les règles parce que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons besoin d'un modèle de coopération et de solidarité, et non pas le modèle actuel de concurrence entre les peuples, parce que c'est aussi ça l'Union européenne, la mise en concurrence entre les peuples. Soit ça change, soit de toute façon, on n'appliquera pas les traités qui ne nous conviennent pas, et il va falloir pour cela aussi construire un rapport de force. On l'a déjà explicité à plusieurs reprises, et surtout, il faut que nous nous remettions à travailler sur un modèle de coopération et de solidarité internationale, et notamment avec les pays du Sud, avec l'Espagne, avec l'Italie. Le gouvernement italien en ce moment, c'est effectivement ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Mais on l'a dit aussi, il faut pouvoir mener des coopérations et construire des solidarités au-delà de ce que sont les frontières de l'Union européenne, avec notamment des pays du Maghreb. Et ça vaudra mieux de créer de la solidarité entre les peuples et de travailler à ce qu'il puisse y avoir des coopérations, plutôt que l'insulte permanente auquel se livre Bruno Retailleau sur l'Algérie. D'accord. Donc oui, c'est clair, c'est un problème. Donc pas de sortie réellement, mais bagarre, quoi. Bagarre à l'intérieur, et puis on revoit tout, quoi. On voit les traités et tout ça. Exactement. Bagarre sur la question des traités, on revoit les traités, sinon nous, on y désobéira de toute façon, parce que on ne laissera rien se mettre en travers de la souveraineté des Françaises et des Français, et du peuple français et de ceux qui ont choisi. Et donc, il faudra travailler à une coopération entre les peuples. D'accord. Est-ce que tu penses qu'elle est démocratique, l'Europe, à l'heure d'aujourd'hui, dans le détail? Non, aujourd'hui, l'Europe, elle a absolument rien de démocratique. Quand vous voyez, ne serait-ce que le seul rapport démocratique que nous avons à l'Union européenne, c'est l'élection des parlementaires européens. Les parlementaires européens eux-mêmes au Parlement européen ont un pouvoir d'initiative, c'est-à-dire de la capacité à poser leur propre texte et à présenter leur propre texte pour qu'ils soient débattus et appliqués, quasi nul. C'est que la Commission européenne, qui elle n'est élue par personne, qui a presque seule le pouvoir d'initiative au sein du Parlement européen. Et puis par exemple, il est décidé dans l'Union européenne, qui est quand même l'une de ses politiques et prérogatives les plus importantes, la politique monétaire, il est décidé que la Banque centrale, parce que ce sont les fameux traités que nous évoquions tout à l'heure, la Banque centrale européenne, elle est censée être indépendante, c'est-à-dire qu'on lui a fixé une ligne de route libérale et qu'elle n'applique que cette ligne de route libérale. Et donc, c'est en soi un problème d'avoir une institution, l'Union européenne, dans laquelle il ne peut y avoir aucun enjeu ni contrôle démocratique, ni débat même démocratique sur la politique monétaire. Et tant qu'elle sera en plus contrôlée par les trois géants, hein, on parle de BlackRock, on parle de State Street et puis de Vanguard, hein, c'est ça, hein, en termes de géants de l'économie qui dirigent un petit peu le côté mondialiste des choses, ça va être compliqué, effectivement. Dernière question concernant les ZFE. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est les zones à faible émission. Bonne idée, mauvaise idée? Qu'est-ce que tu en penses de ça au niveau de la France Insoumise? En fait, nous, on pense quelque chose d'assez simple, c'est que bien sûr, mais comme tout le monde, personne n'est favorable au développement de la voiture. Ça pose des problèmes de pollution. Les problèmes de pollution posent des problèmes de santé publique, qui sont des problèmes de santé publique par ailleurs qui sont importants. Moi, je veux dire, à Lille, par exemple, tous les quartiers populaires qui sont au bord du périphérique lillois, ils ont des taux d'asthme chez les enfants qui sont plus élevés. C'est-à-dire que les enfants pauvres à Lille sont plus asthmatiques parce qu'ils habitent au bord des périphes et qu'il y a des pollutions fortes. Donc, bien sûr que la question de la voiture en ville,
c'est un sujet et c'est un débat. Par contre, qu'est-ce que vous croyez? Que des gens qui aujourd'hui, surtout quand on voit le prix de l'essence et le prix des voitures, des gens qui aujourd'hui habitent dans des quartiers populaires, ont déjà pas l'argent pour faire leurs courses, qui sautent des repas pour pouvoir nourrir correctement leurs enfants, qui sont dans des logements pourris dont ils arrivent à peine à payer le loyer, à payer les charges, à payer l'électricité. Est-ce que vous pensez franchement que tous ces gens, ils ont une voiture pour le plaisir? Ils ont même pas, ils galèrent à avoir l'argent pour mettre de l'essence dedans. Si ces gens, ils ont une voiture, c'est pas pour le plaisir de polluer. Si ces gens, ils ont une voiture, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix pour aller travailler que d'avoir leur voiture, parce qu'il n'y a pas d'alternative à la bagnole dans plein d'endroits, parce qu'il n'y a pas les transports en commun qu'il faut, parce qu'ils sont pas suffisamment développés, parce qu'ils sont pas gratuits aussi, mais au-delà même, il n'y a pas les réseaux de transport qui permettent de travailler correctement. Donc, nous, on dit qu'à terme, il faille réduire la place de la voiture. OK. Par contre, on ne peut pas réduire la place de la voiture en taxant les pauvres ou en interdisant aux pauvres d'avoir une voiture alors qu'ils n'en ont pas le choix. Donc, nous, on n'est pas favorable aux ZFE parce qu'on pense que les infrastructures de transport en commun ne permettent pas aujourd'hui de mettre des obligations et des contraintes sur la voiture, notamment pour les personnes, pour les habitants des quartiers populaires. Donc, on défend un moratoire, c'est-à-dire qu'il faut que les ZFE soient suspendus, ça arrête qu'on n'aille pas plus loin. Que oui, à défaut, dans l'état actuel des choses, il vaut mieux parfois qu'elles soient supprimées. Que par contre, il y a besoin d'un investissement et d'un investissement public urgent dans le rétablissement d'un véritable maillage de transport en commun et d'aller vers la gratuité de ces transports. Dans le transport en commun, il y a à la fois le développement de transports en commun urbains, entre guillemets, c'est-à-dire des bus, des tramways, des métros, etc. Mais il y a aussi, parce que l'organisation du travail n'est pas non plus que à l'intérieur des centres urbains, il y a aussi besoin qu'il y ait le redéveloppement de petites lignes et de petites lignes SNCF qui permettent d'avoir un véritable maillage du territoire. Et donc, une fois que tout le monde aura la capacité de déplacer en transport en commun de manière correcte, alors oui, à ce moment-là, peut-être qu'on réfléchira à comment on fait pour diminuer la part de la voiture individuelle. Mais il faut faire les trucs dans le bon sens. Pas d'abord on tape les pauvres et après on réfléchit à comment ils peuvent aller bosser. Monsieur le député, merci beaucoup. Merci à toi, Jérôme, surtout, et à toute la communauté React One. Écoute, ça fait extrêmement plaisir. Alors, comment tu as trouvé l'émission? Tu l'as partagée? Ouais, ça va. Super. Écoute, franchement, c'est cool. Ça permet d'échanger. Il y a des petits trucs là pour casser le rythme avec des petites animations et tout. On n'a pas fait les choses à moitié. C'est cool ce que vous faites. Écoute, c'est gentil. On essaye de le faire avec les petits moyens qu'on a. Hein. Nous, on n'est que des bons citoyens, donc on essaie de faire ça. Mais voilà, on a voulu te mettre dans de très bonnes conditions. On est, nous, extrêmement contents que tu sois venu. On espère avoir d'autres insoumis, vu que du coup, on a fait le boulot comme il fallait. J'en parlerai. Ça fera extrêmement plaisir. On est prêt à tous vous recevoir. Et puis, on fera le travail pour vous mettre une émission à chaque insoumis qui viendra sur React One spéciale, avec votre décor, vos trucs et tout ça. Ça marche, incroyable. J'avais encore beaucoup de questions et c'est vrai que 1h30 déjà, c'est bien. On espère que tu reviendras sur la chaîne peut-être. Et puis, avec plaisir. Peut-être définir d'autres questions, plus poussées. Voilà, en tout cas, j'espère que tout le monde a aimé cette émission. Vous l'avez promis à React One, les amis. Et bien entendu, vous nous avez fait confiance. On a assuré cette confiance. Et franchement, ça fait plaisir. Aurélien, je vais te remercier moi personnellement d'avoir validé cet échange, de m'avoir permis de discuter avec toi, d'avoir mis la France Insoumise dans de bonnes conditions pour pouvoir parler du programme, bien entendu, de l'avenir de tout ça. Et puis, je vais te laisser un dernier mot de la fin, bien entendu, pour que tu puisses fermer cette émission. Je t'en prie. D'abord, merci beaucoup, Jérôme. Merci à tout le monde. Non, le mot de la fin, il est simple. C'est à toutes celles et ceux qui supportent plus le monde dans lequel on vit aujourd'hui, perdez pas espoir, battez-vous et restez debout. Parce que la réalité, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se laisser démoraliser par les autres. C'est leur objectif. C'est pour ça qu'ils ont volé les élections, c'est-à-dire qu'ils ont imposé un gouvernement macroniste de droite, voire d'extrême droite, alors que nous avions gagné les élections, parce qu'ils ont magouillé avec le Rassemblement national et qu'ils sont allés chercher et qu'ils ont profité du fait que nous n'ayons pas la majorité absolue pour réussir à le faire. Leur objectif en faisant ça, c'est de démoraliser, c'est de faire en sorte que dans les quartiers populaires, que parmi les jeunes, on se dise que ça ne sert plus à rien d'aller voter, que ça ne sert plus à rien de se battre. Pour autant, les plus riches, eux, ils vont voter à chaque élection.
Ils vont voter à chaque élection parce qu'ils savent que ça a un intérêt. Et que si on les laisse tranquilles, si on les laisse, eux, dans leur monde, être les seuls à aller voter, alors forcément, c'est eux qui votent, c'est eux qui décident, c'est eux qui choisissent, et c'est tous les autres qui souffrent. Alors, n'ayez pas peur de toutes les attaques, les insultes que vous pouvez entendre en boucle à la télé. Ces gens se parlent à eux-mêmes et défendent les intérêts des milliardaires, celles et ceux qui possèdent les chaînes. La force populaire est bien plus large, bien plus forte. Et donc oui, nous avons la possibilité de l'emporter. Donc n'ayez pas peur, battons-nous. Vous savez que vous pouvez compter pour les insoumis sur ça. Le prochain rendez-vous, c'est le 1er mai partout en France, face à l'extrême droite, contre la guerre, contre la casse sociale et la guerre sociale qu'essaye de nous imposer Macron, puisque vous avez vu, ils veulent à nouveau saigner tout le monde avec 40 milliards d'euros de coupes budgétaires supplémentaires l'année prochaine. Donc la bataille finale sans doute est lancée. Rendez-vous le 1er mai dans la rue. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre parce que les Insoumis, c'est d'abord des militants partout en France, dans plein de groupes d'action. Et on a besoin de monde parce qu'à la fin, oui, on finira par abattre cette citadelle. On finira par les mettre dehors et par gouverner ce pays. Allez, merci Jérôme, merci tout le monde. La gauche au pouvoir. Merci Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise, les amis, première circonscription du Nord, voilà, c'est bien ça, du côté de Lille. Et on te remercie beaucoup Aurélien et on t'embrasse, on te dit à plus tard. Ciao, ciao. À très vite, bye. Salut. Les amis, merci beaucoup d'avoir été jusqu'à la fin de cette émission. Je suis très, très, très fier de vous l'avoir proposé, très, très fier d'avoir eu cet échange avec Aurélien. Je suis, encore une fois, très, très, très content de faire ce travail, de vous proposer ce genre d'échange citoyen avec des députés, avec des personnalités. Il y en aura d'autres, on l'espère. On espère que d'autres insoumis viendront via le travail qu'on fait à React One. On a moins d'un an, nous les amis, on ne va pas vous mentir. Je profite rapidement pour vous expliquer les choses. On a moins d'un an. On a un média citoyen qui a démarré sur YouTube il y a moins d'un an. J'ai commencé mes premiers lives avec un abonné. On est plus de 7780 maintenant. Et on espère faire encore beaucoup plus de choses. Voilà, donc je vais tous vous remercier, moi, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve sur Twitch, bien entendu, et sur YouTube. C'était Jérôme de React One. Ciao, ciao les amis, salut à tous.